La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bien, bonsoir, nous sommes dans La Tronche en live. Quelle brutalité dans l'arrêt du générique, Maxime. Désolé. C'est la violence un peu. Alors donc, ce soir, environnement, économie et fin du monde. L'an 1000 est le jugement dernier. L'an 2000 est le bug géant. L'apocalypse nucléaire de l'affrontement des deux blocs. Le choc des civilisations. La théorie du grand remplacement. Le 21 décembre 2012. Les scénarios de fin du monde ne manquent jamais à l'appel. À chaque époque, son lot d'histoires à faire peur. Alors cette histoire de changement climatique, de pollution, de limite des ressources naturelles, finalement, voilà qui ressemble à un nouvel avatar du fantasme catastrophique dont nous aimons nous délecter secrètement, pour éprouver le plaisir coupable de penser vivre les derniers moments de joie de notre si décevante espèce. Pourtant, il se pourrait bien qu'il y ait une réelle différence. Non pas qu'on veuille vous faire peur, car on réfléchit mal quand on a peur, et on a plutôt envie que tout le monde réfléchisse correctement. Mais la surpêche, la déforestation, l'accumulation des polluants dans l'eau et le sol, et l'impact général de l'activité humaine sur le climat ne sont pas des lubies. Il s'agit d'une réalité constatée par ceux dont le métier est de constater les choses et de vérifier s'ils ont bien constaté sans se gourer. On appelle aussi ça des scientifiques. Il y a un an, une étude, en partie financée par la NASA et injustement attribuée à cette agence, annonçait un effondrement de notre civilisation actuelle pour 2040. S'agit-il d'une nouvelle prophétie angoissée, de l'histoire à faire peur sélectionnée par nos contemporains pour avoir l'impression de vivre une époque intéressante, ou bien ferions-nous mieux de prendre cela au sérieux ? Eh bien, il y a d'un côté les sciences de l'environnement qui depuis longtemps nous disent que les écosystèmes dont nous dépendons ne sont pas là de toute éternité et qu'ils n'ont aucune obligation légale de continuer à exister dans le seul but de maintenir notre petit confort. Point. Cette phrase fait 3 lignes. Il y a des données scientifiques qui nous disent clairement que nous puisons copieusement dans les ressources que nous ne savons pas renouveler et que nous réussissons à épuiser petit à petit les renouvelables. Et de l'autre côté, il y a l'économie, la science qui étudie la production et la consommation des biens et des services. Et elle nous dit que le mode de fonctionnement de notre société est juste complètement déraisonnable et que la fragilité des écosystèmes n'est rien à côté de celle de nos économies. Tout a une fin. Nous sommes dans un monde fini. On peut donc s'attendre à voir chuter notre civilisation. Peut-être même est-il trop tard pour l'en empêcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire aujourd'hui qui ait un réel impact, une réelle importance dans 20, 30 ou 100 ans. Pensons un peu à demain en recevant notre invité, Rodolphe Meyer, qui est doctorant en sciences de l'environnement et qui tient une chaîne YouTube dédiée aux questions que nous allons évoquer ce soir. Le Réveilleur. Bonsoir, le Réveilleur. Bonsoir. Voilà. Donc on a dressé le tableau, donc c'est terrible, tout va très mal. Ambiance. Pump it up les enfants. Est-ce que juste avant qu'on meure tous, tu peux nous dire qui tu es un petit peu, c'est que tu viens, comment tu es formé, est-ce que tu es grand, etc. Alors je ne suis pas grand, même un peu moins que Vlad Tapas. C'est parce que je porte des talonnettes. C'est pour ça que tu es le premier à venir en vrai ici, parce qu'il a refusé que les autres viennent. Mais oui. Parce que les autres étaient toujours plus grands que lui. Alors j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une prépa, puis une école d'ingénieur où j'ai fait beaucoup de sciences, de la physique, de la chimie et même un peu de biologie. Et j'ai fait une année supplémentaire en Erasmus où j'ai étudié les sciences de l'environnement. Et maintenant, je suis en thèse dans ce domaine. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où je parle de ces impacts environnementaux. Et en fait, j'aimerais faire comprendre que ça va impacter nos sociétés et la façon dont on pense l'organisation de la société et l'économie. Et voilà, c'est ce que je traite sur ma chaîne, donc dans l'environnement, de l'économie. Voilà, et tu parles pas mal du changement climatique, et tu as donc plein de commentaires absolument délicieux sur le changement. Il y a des gens qui comprennent tout, évidemment. Des gens très, très, très bien renseignés et qui se croient plus intelligents que tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à avoir que des commentaires qui nous insultent sur notre chaîne. Voilà, donc on embrasse tous nos commentateurs, même ceux qui ne nous aiment pas, parce que nous, c'est rafraîchissant des fois de lire ce qu'on peut lire. Alors donc, on va commencer cette émission avec une partie sur l'environnement, voilà, pour poser des choses, parce que on a des fantasmes, on a pas mal d'idées, mais on n'a pas forcément les bonnes idées au bon endroit. Donc déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend par environnement en sciences ? Alors, l'environnement en sciences, c'est l'ensemble des composants naturels de la Terre, donc l'air, l'eau, l'atmosphère, les végétaux, les animaux, les écosystèmes, tout ce qui nous entoure en fait. Et on va interagir avec l'environnement, on va interagir, nous et nos activités, avec cet environnement c'est tout ce qui nous entoure en fait. Oui, en gros c'est simple. C'est assez simple. Là,
Mais c'est vaste. Donc, en fait, c'est difficile à définir parce que c'est vaste. C'est- Tout est environnement, finalement. Oui. D'accord. Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental? Alors, J'ai une liste de questions. l'impact environnemental. Ah, tout est prévu. L'impact environnemental, ça va être toutes les façons dont on impacte ce qui nous entoure. Donc, l'impact environnemental, ça peut être l'acidification des océans, ça peut être le changement climatique. C'est la façon dont on modifie Quand ça notre existe. environnement. Quand ça existe. Quand ça existe, évidemment. Et donc, pendant longtemps, l'environnement ou les limites de l'environnement, on n'en a pas eu conscience parce que les premières civilisations vivaient dans un monde qui était, de leur point de vue, au moins infini. Oui. Et la présence de limites, c'est quelque chose qu'on comprend depuis relativement peu de temps. Maintenant, on sait que la Terre est finie. Je veux dire, quand on pense à la Terre, on la voit de l'espace, on voit cette boule bleue dans C'est l'espace, vrai. on sait Et, qu'elle est finie. et la photo date de quand? La Il me photo. semble que j'ai Oui. fait une note avec une année. Non, mais je trouve ça C'est- rigolo parce que le premier cliché qu'on a de la Terre, c'est de la Lune et c'est de 1968. 68. Donc c'est là la première vision qu'on a de cette Terre qui On flotte dans n'a pas eu l'espace. de ce cliché avant. Alors, peut-être, mais c'est un des plus connus. Moi c'est un de ceux qui m'a marqué, c'est pour D'accord. ça que je l'ai mis. Donc ça Et fait, du coup, ça fait 50 ans à peu près que on a conscience que la Terre est... Non, c'est comme Non, depuis qu'on en fait le tour, on a conscience Ouais. qu'il est fini. Depuis qu'on en fait le tour, depuis qu'on a réussi à la cartographier. Mais le grand public a conscience que le monde est fini depuis qu'il a pu l'avoir en fait. Ouais, d'une certaine façon, on a cette image mentale depuis qu'on veut l'avoir. Et pendant longtemps, même si on savait que c'était fini et qu'on était sur un même vaisseau, entre guillemets, qui voyage dans l'espace, ces limites, elles sont pas graves tant qu'on les ressent pas. Si à chaque fois qu'on coupe une forêt, il y en a une autre derrière à couper, si à chaque fois qu'on épuise une réserve de poissons, il y en a une autre à épuiser, c'est pas grave. Oui. Et donc pendant longtemps, on a eu cette logique de western un peu, de pouvoir d'avoir toujours autre chose derrière. Donc D'accord. de savoir qu'il y a une limite, mais de ne jamais l'atteindre. Et le fait d'atteindre ces limites, c'est quelque chose de relativement récent. C'est quelque chose qui a une 50aine d'années. Donc là, je peux donner quelques exemples historiques. Oui, mais alors, du coup, par rapport à cette idée de... Enfin, la conscience écologique, c'est quelque chose voilà, qui a 50 ans. Oui, c'est quelque chose de récent. Une des premières fois où on a vraiment touché ces limites, on s'en est rendu compte. C'est en 1962, il y a une biologiste américaine, Rachel Carson, qui a écrit Silent Spring, donc Oui. Printemps silencieux en bon français. Et ce qui se passe, c'est qu'elle constate la diminution des oiseaux, une diminution brutale des populations d'oiseaux aux États-Unis. Et donc c'est pour ça le printemps silencieux. Et c'est dû au... Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas de chant des oiseaux. Exactement. Ah là là, je comprends tout, j'aime bien. J'aime quand je comprends tout. Et c'est dû à des pesticides, les DDT, donc les dichlorodiphényltrichloroéthane. Bravo, ça Intéressant. j'aurais pas su le faire. Ça. Non. D'accord. J'ai fait un peu de chimie. DDT, je connais, mais le nom complet, non. Et donc ces DDT, ils s'attaquent au processus de calcification chez les oiseaux. Donc les œufs sont très faibles et quand les oiseaux couvent, ils cassent les œufs et ça fait en plus des malformations. Donc on a un effondrement de la population d'oiseaux. Et ça, en fait, il y a eu ce livre qui a été un grand succès de bibliothèque et il y a eu une prise de conscience d'une partie de l'opinion et puis des scientifiques. Oui. Et ils ont agi pour que les DDT soient interdits. Et en fait, ça c'est assez intéressant comme exemple parce qu'après l'interdiction des DDT, ce qu'on a vu, c'est que les populations d'oiseaux ont retrouvé leur état d'équilibre. Donc on a eu un retour à la situation d'avant. Il y a Oui, une... c'est-à-dire on a eu une crise, on a eu un diagnostic qui a été posé sur il se passe quelque chose, on a trouvé la cause, et c'était une cause humaine, et on a pris une décision politique, on a agi, Et ça a marché. Et ça a marché. Et Bien, du coup, alors, c'est une bonne génial. nouvelle. Du coup, nous sommes tous sauvés. Il suffit que la science travaille. Les oiseaux, en tout cas. Et ben voilà, mesdames et messieurs, faites cuit et nous serons sauvés. Donc ça a montré une certaine résilience de ce système naturel, D'accord. ce qui est une bonne nouvelle. Et je pense qu'on a tous à l'esprit, enfin en tout cas ceux qui ont un peu plus de 20 ans, se rappellent de la crise des pluies acides, la crise du trou dans la couche d'ozone. Alors, on a eu des crises comme ça. Alors, où on a amené devant le public des problèmes de l'impact de l'homme sur l'environnement et où on a... après, il y a eu des campagnes politiques. Il y a eu des décisions prises. Et là aussi, il me semble qu'il y a eu des conséquences. Enfin, est-ce que du coup, on a résolu les problèmes? Ou est-ce que c'était juste des crises comme ça de com? Le trou dans la couche d'ozone, c'est un petit peu différent parce que bon, ce qui se passe déjà, c'est qu'on parle de l'ozone dans la haute atmosphère, donc dans la stratosphère. C'est une molécule. Oui, parce que
à notre niveau, quand tu as de l'ozone, c'est pas top. Exactement, c'est deux réservoirs séparés en fait. À basse atmosphère, c'est dû à notre pollution et c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais tout court parce que ça réagit à peu près avec tout. Et dans la haute atmosphère, par contre, c'est généré par le rayonnement solaire et ça a une utilité, cette ozone dans la haute atmosphère, c'est pour ça qu'on s'en soucie, c'est que ça arrête 95% des ultraviolets B, les UVB, qui sont nocifs. C'est ceux qui font... C'est ceux qui nous cassent notre ADN et qui nous font des gros cancers. Exactement, des problèmes de cornée, des problèmes de cancer. Oui, aussi sur les yeux. Et du coup, si cette couche avait complètement disparu, ça aurait été une catastrophe pour les sociétés humaines et pour l'environnement. Et ce qui s'est passé, c'est que de la même façon, les scientifiques se sont rendus compte que cette ozone diminuait. Ils ont réussi à le relier à la production de gaz qui étaient cette fois les CFC, les chlorofluorocarbones. Bravo. Il sait tout ce garçon. Mais il a fallu plus longtemps en fait. Il a fallu plus longtemps parce qu'au début, on a vu que la couche d'ozone diminuait. On a su que c'était à cause du chlore qui était relâché par ces gaz. Donc des gaz qui étaient utilisés dans les bombes aérosols, mais surtout dans les systèmes réfrigérants. Oui. Le fréon, par exemple, c'est un CFC. C'est ça. Et ça a été plus lent parce que là, ça touche à des activités économiques. Et puis, pendant longtemps, cette ozone disparaissait pas si vite que ça. Donc, on a réagi assez lentement. Et 10 ans après, on s'est rendu compte qu'au niveau des pôles, l'ozone diminuait plus vite qu'on le pensait. Donc là, il y a eu une intensification des recherches scientifiques sur le sujet et des politiques sur le sujet, et même une prise de conscience de la population qui a commencé à acheter moins de bombes aérosols, etc., à essayer d'agir. Mais il a fallu attendre 87 et qu'on ait une preuve indiscutable. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un vol qui est passé. Oui, je me souviens, oui. Et ce vol, il est allé vers ce qu'on appelle le trou dans la couche d'ozone, qui est une diminution locale de la concentration. C'est au pôle sud. Ouais, exactement. Et ils regardaient à la fois le chlore et l'ozone. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand l'ozone diminuait, le chlore augmentait. Donc là, le lien était... On connaissait le mécanisme, mais le lien, il a été mesuré, il a été avéré. Enfin, on savait déjà que ça se passait comme ça, mais ça a été une preuve visible et qui a fait beaucoup bouger les politiques et les industriels. D'accord. Donc, quand on vient avec une image, avec un graphe où on fait des relevés sur place, où on montre, c'est indiscutable. On a beau savoir qu'en fait, on n'a rien appris, juste on confirme, mais ça va permettre de faire de la com. C'était la preuve considérée comme indiscutable. C'est ce qui a fait bouger. Donc ça, c'est que 87. Ouais. Et du coup, il y a eu après des accords successifs qui ont commencé à diminuer la production. Bon, évidemment, c'est des accords internationaux, donc il y a des problèmes politiques. On a laissé plus de temps aux pays en voie de développement parce que c'est plus difficile pour eux. Je crois que l'URSS a eu plus de temps aussi parce qu'avec leurs plans quinquennaux, ils avaient besoin d'un certain délai. Enfin, il y a eu toutes sortes de négociations. La Russie a toujours pas d'argument. Il y a eu un calendrier. Et ces CFC ont été progressivement interdits et remplacés par d'autres gaz. Mais là, on avait encore touché autre chose que dans l'exemple précédent, parce que là, on touchait vraiment aux limites physiques de notre planète. Là, on modifiait la physique de notre planète. On modifiait le rayonnement que recevait le sol. Oui, ce n'était pas un impact sur une sur espèce, un écosystème. Sur un ensemble d'espèces, c'était vraiment l'environnement abiotique de base, ce qui est commun à toutes les espèces vivantes qui étaient touchées. Oui. S'il n'y avait plus de couche d'ozone, on serait obligé d'être tout le temps en écran total avec un gros chapeau et des lunettes de soleil. Et les arbres rigoleraient beaucoup moins. Ou bien de vivre comme Blaise Tapas de nuit. C'est vrai. C'est une excellente solution. C'est vrai. Voilà. Sauf que le reste des écosystèmes rigolerait moins et puis on en serait forcément impacté. C'est ça. Donc ça, c'était la crise. Encore un mot sur la crise encore un du petit mot. de la couche d'ozone. C'est que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a mis 13 ans à prouver complètement qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a eu 13 ans après d'accords successifs avant qu'ils soient mis finalement en place. Donc il y a quand même une certaine inertie. Et en plus, ces gaz, quand on le met dans un frigo, ils sont relâchés quand on jette le frigo. Donc il y a un délai important. On continue encore à en relarguer. En plus, il y en a qui sont fabriqués en contrebande. On continue à en relarguer. C'est pas vrai. Il y a des gens qui violent la loi. Fortune sur la destruction de l'environnement. On a un scoop. J'ignorais qu'il y en avait des gens qui, quand il y a une loi, on la viole pas. C'est pas Charles. Ça me choque. Pardon, ça me choque. Et ce qui fait que le minimum de concentration de l'ozone dans l'atmosphère, on l'a atteint, celui qu'on connaît pour l'instant, en 2006. Donc on l'a atteint longtemps après les émissions et l'arrêt des émissions. Et là, on a quelque chose de plus grave, c'est que on peut dépasser une limite physique, là la capacité de l'atmosphère à absorber des polluants, et s'en rendre compte tard et qu'il y ait des inerties en jeu et qu'on l'attaque, qu'on la détruise avec un décalage en fait. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène. En fait, on a un phénomène d'effondrement. On a cette couche de zone qui peut s'effondrer. Oui, c'est-à-dire qu'on peut arriver à un moment donné, c'est comme par un élastique, on tire, ça se déforme, mais au bout d'un moment,
on atteint le point de non-retour. C'est-à-dire que même si on amène la solution, le système est foutu quand même. Ouais. C'est ça ? Et le problème quand il y a des phénomènes d'inertie, c'est que ça peut être trop tard quand on s'en rend compte. Oui, voilà. Et l'autre chose importante avec l'ozone, c'est que se refaire complètement, cette couche, pour retrouver son niveau initial, il va falloir plusieurs dizaines d'années, peut-être un siècle. Ok. Donc, c'est pas quelque chose qui a été aussi rapide et aussi facile à régler. De toute façon, elle a mis des dizaines d'années pour être attaquée. Elle a mis des dizaines d'années pour revenir. Bon, ça paraît logique, mais du coup, dans l'autre crise qui nous préoccupe le plus à l'heure actuelle, qui est le réchauffement, peut-être qu'on va passer à cette question-là, à moins qu'il y ait autre chose à faire entre les deux. Mais là, j'ai une bonne transition. Donc, si tu veux parler du... Parce que donc, dans le réchauffement, voilà, on est en plein dans la crise. On a des gens qui ont compris qu'il y avait un problème. Il y a différents stades dans l'acceptation d'un problème. D'abord, il faut accepter que le problème existe. Donc, on en est là. On a eu les accords de Kyoto qui ne servaient à rien, je crois. Ça ne sert jamais à rien. Au moins, ça en fait parler. Au moins, Voilà. Ça commence à réunir des gens. Donc, voilà. Et donc, on se rend compte qu'il y a un vrai problème et que donc, on a un effet important de l'être humain sur l'environnement. On a comment dirais-je, des mesures qui commencent à être prises dans certains pays, mais comme c'est un problème qui évidemment ne se limite pas aux frontières, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter parce qu'on a voté une loi. Non, on a voté une loi contre le réchauffement. Donc t'as pas de t'augmenter. Donc voilà. C'est un problème global. À l'échelle du monde, on continue à produire de plus en plus de gaz à effet de serre. Oui, mais en fait, c'est là la grande différence avec des problèmes comme les DDT ou l'ozone, c'est que les CFC, c'est une part infime de l'économie. Ça ne représente pas les énergies fossiles, quoi. Oui. Et en plus, on a remplacé les CFC. On n'a pas changé nos habitudes. La fin des CFC, ça n'a pas été la fin des frigos ou des clims de voiture ou des bombes aérosols. Donc, le changement climatique, ça demande un changement bien plus grand. De paradigme. Oui, ça demande un changement de la façon dont on pense l'économie, de la façon dont on pense nos sociétés. Ce sera au programme de l'examen de la prochaine certains fois, le mot paradigme, vous notez dans votre cahier. Donc, un paradigme, en 2 mots, tu nous expliques ce que c'est. C'est moi qui l'ai craché, mais vas-y. Ah bah merci, tu craches des mots et je dois les expliquer. Voir si tu c'est un changement de vision, de façon de voir, d'organisation. C'est un changement complet, en fait. Voilà, en fait, le paradigme, c'est la manière dont on voit le monde à la lumière de ce qu'on a comme connaissance. On a les connaissances et du coup, ça éclaire le monde d'une certaine manière. Et quand Darwin est arrivé, on a changé de paradigme sur le vivant. Quand Einstein est arrivé, on a changé de paradigme sur l'espace-temps. Et là, il serait peut-être temps de se rendre compte qu'il y a un problème de la manière dont nous, on voit notre relation avec les écosystèmes, parce que ça ne va pas durer longtemps. Alors, soit on change de paradigme, soit on meurt. À moyen terme, enfin, nous, physiquement, nous, dans la salle, on devrait s'en sortir peut-être pas trop mal. On est en France, on n'est pas les premiers touchés. Chance, on mourra d'un cancer avant. Surtout si on continue avec la couche d'ozone. C'est ça. Je sens que les gens se sont déconnectés. Ils ne veulent plus écouter l'émission. Est très déprimante. J'ai déprimé tout le monde. Voilà. Non. Mais donc, tu avais commencé quand même à évoquer un sujet, je vois sur ma feuille qu'on avait écrit, c'est le principe d'effondrement. Oui. Donc, on peut juste revenir que tu expliques un peu. Donc là, on est toujours dans la partie sciences de l'environnement. Il y a des notions comme ça qui sont importantes. Et la notion d'effondrement, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion de dépassement de limite, d'effondrement. Alors, je peux vous faire un petit exemple, en fait. Ça sera peut-être plus parlant. Voilà, expérience domestique. Donc, on va imaginer un lac, un beau lac. Un beau lac. Et dedans, on met des poissons. Nos poissons, ils vont se multiplier de plus en plus vite au fur et à mesure que la population augmente. Au début, ils ne sont pas beaucoup, ils ne peuvent pas se multiplier très vite. Et plus ils sont nombreux, plus ils augmentent. Et au bout d'un moment, ils vont voir les bords du lac. Donc, ils vont aller de moins en moins vite et il va y avoir une population maximale dans ce lac. Et là, on va mettre des petits humains à côté de ce lac qui vont venir pêcher les poissons. Et petit comment? Est-ce que c'est important d'avoir une oui, parce que c'est cette petite communauté humaine, elle va grossir et elle va pêcher de plus en plus. Donc des petits gros, d'accord. Des petits qui grossissent. D'accord. On ne sait pas encore jusque quand. Okay. Et en fait, il n'y a pas de problème tant qu'ils pêchent moins que ce que le lac peut fournir. Tant qu'ils pêchent moins en une année que ce que le lac peut fournir en une année. Par définition, oui. Dans ce cas-là, on parle de ressources renouvelables. On a un stock qui se reconstitue sur la période à laquelle on l'utilise. Et ça peut durer comme ça pour toujours. On a une gestion durable, ce qui est quand même beau. Pour toujours. Le mouvement perpétuel. On le cherchait, il était là. La vie est là depuis longtemps. Ouais. Mais, si on pêche plus de poissons que ce que le lac peut fournir, au maximum, là, on a ce qu'on appelle un dépassement. On dépasse une limite. On dépasse ce que le lac peut produire en une année. Oui. Alors, il y a différentes façons de gérer les limites. Soit
on a des scientifiques, on les connaît, donc on tend vers ces limites et on peut continuer. On se limite à la limite, on la dépasse pas. Ok. Et on peut faire cette durer ça. Voilà, exactement. On tend vers l'asymptote par en dessous, joliment, et on peut faire ça pour toujours. La deuxième façon, c'est qu'on peut le dépasser et s'en rendre compte. On pêche trop de poissons, on voit que la population diminue parce qu'il y a des scientifiques qui monitorent ou parce qu'il y a des gens qui regardent ce qu'ils repêchent dans le filet, etc. C'est chiant, un scientifique. Et du coup, on sait qu'on l'a dépassé, donc on pêche un peu moins pour retourner en dessous. Okay. Là, on a une oscillation. Et donc, on rétablit le. Okay. Et de manière régulière, on peut se pêcher un peu plus, un peu moins. Un peu plus, un peu exactement. Moins. Okay, on peut avoir une oscillation et on essaye de tendre. Ou alors, on ne sait pas ce qu'on fait, on pêche trop. On peut ne pas s'en rendre compte. Les poissons, c'est difficile pour suivre leur population. Je pense que c'est une science relativement moderne. Et si on ne s'en rend pas compte, ce qu'on peut faire, c'est pêcher plus que ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on va aller puiser dans la population existante. On tape dans le stock. On tape dans le stock. Et si on fait ça pendant longtemps, on parle d'effondrement. Et si on va jusqu'au bout, eh ben, on peut détruire complètement cette population. Donc soit elle disparaît, soit elle est tellement faible qu'elle va mettre des années et des années à se reconstituer. Et ça existe. Hein. Il y a des stocks de poissons qui sont complètement épuisés. Il y a des stocks de poissons qui vont être des années à se reconstituer, s'ils arrivent à se reconstituer, parce que ça peut être irréversible. Et donc là, c'est vraiment l'idée. Au-delà de la pêche, il y a aussi les prédateurs naturels. Il y a aussi plein de facteurs autour qui peuvent aggraver. Exactement. Donc c'est des boucles. C'est pour ça que j'ai choisi mon petit lac au milieu de nulle part, comme ça, c'est plus facile à expliquer. Ouais, même dans le lac, on ne sait pas. C'est vrai. Donc là, on a un effondrement. Et il faut comprendre que c'est possible. Si on parle de surpêche, un quart des ressources sont effondrées, un quart sont en surexploitation, un quart sont exploités correctement et un quart sont sous-exploités. En gros. Si on continue à Donc faire... en moyenne, ça va. Mais si on continue la tendance qu'on a eue jusque-là, on peut avoir tout épuisé en 2050. Ah bon. C'est l'idée en fait derrière tout ça. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez manger du poisson jusqu'après 2050, faites des réserves, achetez du Findus. Ah non, pardon, ça c'est du cheval. Alors, bon. Et là, on a un effondrement qui est dû à une ressource, à la surexploitation des poissons, alors que l'ozone, c'était dû à une pollution, c'était dû à nos émissions de CFC. Donc dans les deux cas, c'est possible. Ouais. D'accord, mais donc... J'aimerais du coup citer la phrase que tu m'avais sortie lorsqu'on avait préparé cette émission et que du coup j'ai mise sur la page événement. Tu as dit actuellement on est en train de manger la poule aux œufs d'or vivante parce qu'en fait on est en train de taper dans le stock, dans le capital de la terre plutôt que de consommer ce qu'elle produit. C'est vrai. Et voilà, donc pour compléter un peu cette image-là, voilà, pour être dans un environnement qui va bien, qui est sain, il faudrait que les consommateurs, donc on a des producteurs primaires dans l'écosystème, après on a les consommateurs, etc. Tant que les consommateurs consomment ce qui est produit, ça va, mais s'ils commencent à consommer le stock, forcément, l'année d'après, on produira encore moins, et ils consommeront toujours plus, et on va réduire. Nous, on en est là, à l'heure actuelle. Ouais. C'est l'idée, mais ça, c'est un peu plus l'idée de la deuxième partie quand on parle de la société en général. Là, pour l'instant, on se rend compte... J'ai fait un teaser. On se rend compte que quand on a une ressource, ou quand on a... un service comme l'ozone, on peut l'effondrer. C'est possible. L'ozone est un service. C'est un service écosystémique. Il nous filtre une partie du rayonnement solaire. Non, c'est bien. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Sinon, on va non, c'est des termes impressionnants. Un service... Qu'est-ce que tu as dit ? Un service écosystémique. Putain, ça me... Peut-être que c'est plus un service physique. Enfin bon, c'est un service de l'environnement. Ouais. Voilà. Il nous aide, il nous empêche de nous faire brûler la peau, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Et donc voilà, je te laisse continuer parce que moi je n'ai plus rien sur mes notes, je suis à sec. Donc épuiser mes ressources. Tant que j'y suis. Allez. On va continuer de parler un peu des poissons parce que les poissons. 5 minutes. J'ai 5 minutes ? Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Mon Dieu, ses yeux se mettent à briller. Non, vas-y, parle des poissons, vas-y. Donc, non, ce qui est assez intéressant de regarder avec ces poissons, c'est que les poissons, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut pêcher chaque année, ça dépend du stock existant. Donc, en pêcher davantage, ça dépend de la façon dont on gère ce stock. Oui. Et dans ce cas-là, on a un flux de poissons du lac vers les sociétés humaines, ce qu'on pêche, qui dépend du stock, qui dépend de ce qui existe et de la façon dont on le gère. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi pour la chasse, par exemple. Si on tue tout le gibier, il y en aura beaucoup moins l'année d'après. C'est quelque chose qui existe pour la forêt. Si on exploite mal la forêt, on va épuiser cette ressource. C'est quelque chose qui existe pour l'agriculture. Si on cesse le sol, on ne pourra plus rien en obtenir. C'est ce qui s'est passé sur l'île de Pâques quand ils ont coupé tous les arbres. C'est l'idée. Donc là, on a à la fois un stock et un flux. Et pour avoir une gestion renouvelable, il faut gérer correctement son stock. Après, il y a des ressources où, à l'inverse, on n'a qu'un flux. Par exemple, l'énergie solaire. Voilà.
quand on a nos panneaux on solaires, la stocke très mal. Ouais. on stocke pas, mais surtout quand on prend l'énergie solaire avec le panneau solaire, on va pas assécher le soleil, quoi. Oui. On prend rien aux générations d'après. Donc puis- là, on n'a qu'un flux. C'est pour ça que c'est l'énergie renouvelable en soi. Il n'y a pas besoin de le gérer intelligemment. On le prend pas aux générations futures. Donc là, avec ces GR, on peut consommer autant qu'on veut, a priori. Bah, le problème, ça sera plutôt la fabrication des panneaux solaires, mais Ça, prendre c'est cette un énergie. problème. C'est pas arrivé. Mais, purement et simplement, l'énergie en elle-même, C'est un flux. Voilà. Et à l'inverse, il y a des ressources qui ne sont qu'un stock. Par exemple, le pétrole ou les ressources fossiles en général, ça se fait tellement lentement qu'on peut considérer qu'à l'échelle humaine, c'est qu'un stock. Et là, ça veut dire que c'est pas renouvelable. De toute façon, quand on fait un trajet en voiture, c'est un trajet que les générations futures ne pourront pas faire. C'est quelque chose, c'est un capital naturel qui est perdu. Je me tourne vers Vlad pour faire remonter une question. J'ai pas compris. Quelle est la question qui est dans le chat, Vlad? Ah non, ce n'est pas une question, c'est une remarque approuvée par pas mal de gens dans le chat qui dit: la Terre, elle peut bien se prendre des méga trucs dans la tronche, elle continuera toujours. Nous, suffit que ça se détraque d'un poil de fion et on est cramé de chez cramé. Ah oui. Là, ce que j'essaie de faire, c'est pas sauver la Terre. La Terre, elle continuera de flotter dans l'espace C'est tranquillement. pour ça que la deuxième partie, c'est économie, après c'est fin du monde, mais c'est par rapport à nous. Hein. Mais même la vie en général, je pense qu'elle est plus résiliente que les sociétés humaines, elle est plus résistante. Mais là, on parle vraiment de l'homme. Et c'est pareil avec le changement climatique. On ne sauve pas la Terre. Hein. On sauve des conditions de vie optimales pour nous. Voilà. Alors, C'est ça l'idée. Évidemment, en évitant de polluer, en évitant de faire plein de conneries, on sauve aussi les espèces qui nous entourent. Oui. Mais Il y a ça oui. aussi. et Voilà. en soi, c'est plutôt une bonne chose, je pense, d'essayer de ne pas tuer tout le monde. Hein. Pour l'instant, on les sauve pas trop. Bah, Il faut non, voir ce qu'on entend aussi par la Terre. Est-ce qu'on entend la Terre en tant qu'écosystème complexe avec beaucoup d'espèces dessus, ou est-ce qu'on entend la Terre comme planète, quoi? Ouais, bah, La Terre comme planète est tranquille. Oui, voilà, c'est ça, justement. Pendant encore, bon, La Terre 4 avec beaucoup milliards d'espèces d'années, dessus ouais. a quand même subi 5 ou 6 extinctions massives jusque-là. 5 grandes extinctions. Et on est dans Et- la 6e, Et bah, possiblement, par rapport probablement. à la, par Ouais, rapport c'est à ça, la voilà. dynamique de diversité, on est dans une sixième extinction de masse dont on connaît le coupable. Et donc ça montre qu'elle y a déjà survécu. Bien sûr, non, mais Mais ça, je suis d'accord avec la remarque. Mais c'est Bien sûr. important de dire que... c'est pour ça que je l'avais remonté. oui, mais ça c'est classique comme question. C'est qu'en effet, il ne faut pas trop qu'on s'en fasse pour la vie sur Terre. Elle sera là bien après nous. C'est pas pour ça qu'il faut qu'on continue à faire n'importe quoi. Bah, la vie sur Terre, oui. La vie telle qu'on la connaît, justement, Mais la vie telle qu'on la il connaît, faudrait peut-être y faire un la vie petit telle peu qu'on la gaffe, connaît, quoi. de toute façon, dans 100 millions d'années, on aura beau faire ce qu'on veut, il y aura plus de loups et plus de tigres. C'est comme ça. C'est pas une raison pour chercher à l'accélérer, Mais cette j'ai pas dit qu'il extinction. fallait accélérer. Ça commence à bien faire. Argument d'épouvantail, monsieur. Mais Sophisme. C'est laisse-moi pas ce que faire j'ai la dit. contradiction pour une fois. Mon cher réveilleur, Et donc vous maintenant, reprenez votre exposé, vous savez bien commencer. Tout cela est spéciste. alors j'ai pris quelques exemples et j'ai montré que ça pouvait s'effondrer. Mais ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a quand même une liste énorme d'impacts environnementaux. Il y a à la fois des choses qui... Si on considère qu'on est dans une économie linéaire qui va chercher les ressources d'un côté et qui forme de la pollution partout, on a des impacts à la fois au début sur l'extraction des ressources. Il y a des ressources qui commencent à manquer. Et on a des impacts aussi dus à la pollution. Oui. Donc, sur les ressources, évidemment, on pense à la surpêche, à l'épuisement des sols, à la déforestation, à l'épuisement des ressources fossiles. Hein. On va commencer à être dedans. Je pense que ça va être pour notre siècle. Et pour la pollution, on a évidemment le changement climatique, l'acidification des océans. On voit maintenant des impacts importants sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur les composés organiques persistants qui C'est sont de plus en vraiment plus très présents. très réjouissant tout ce que tu l'as Non, mais c'est une liste. Et en fait, la question qu'on va se poser dans la deuxième partie, je ne sais pas si on... Faisons la transition. Parce que là, on se rend compte... Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse une métaphore filée. C'est la super métaphore filée. Si on Prenez considère... votre stylo vert pour la métaphore filée. Arrêtez, je suis fier de ça. Ça se trouve, c'est nul, mais je suis fier de ça. Allez, vas-y. Si on considère que nos sociétés, c'est une voiture à combustion, superbe représentation de nos sociétés, je veux dire, ça marche à l'énergie fossile, ça va à toute vitesse, ça fait du bruit et de la pollution, c'est assez propre. J'approuve. Qu'on considère que le conducteur, c'est la société en général ou les politiques, qui ne voient pas grand-chose sur la route, et qu'on a un copilote qui est la communauté scientifique. Ce qu'on a fait pour l'instant... Tu es en train de mettre les scientifiques à la place du mort. Bon, non, enfin, je dis ça comme ça, mais... le copilote scientifique Le copilote. avec des senseurs qui est sur la plage arrière pour éviter Ah, la plage, parfait. mais qui peut quand même voir la route. Oui, ça c'est bien. Voilà.
Et du coup, ce qu'on a fait avec les DDT ou ce qu'on a fait avec la couche d'ozone, c'est qu'on a évité un gros pilier au milieu de la route, quoi. Mais il était évitable, il y avait de la marge. Les DDT, on a pu les remplacer, c'était pas impossible, les CFC non plus. Donc on a juste évité ce pylône. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ce qu'on voit maintenant comme impact environnementaux, c'est d'autres poteaux qu'on va éviter, ou est-ce qu'on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus global? Est-ce qu'on se rapproche d'un mur? Le mur. Voilà. Bientôt dans vos cinémas. D'accord. Donc en train de nous dire qu'il y a de fortes chances qu'en réalité, on est tellement tiré sur la corde qu'en fait, maintenant, c'est plus un pylône qu'il y a, c'est un mur. Bah, c'est la question qu'on peut se poser parce que ces impacts, ils s'accumulent, ils sont de plus en plus graves, et à chaque fois qu'on veut éviter un pylône, on se met un peu dans le chemin d'un autre, et on peut se demander jusqu'à quand on peut faire ça, en fait. Jusqu'à quand on peut éviter une pollution en générant un autre, jusqu'à quand on peut arrêter de tirer sur un métal précieux en allant le remplacer par un autre. Mais indéfiniment, bien sûr. C'est la vision de l'économie néolibérale, en tout cas. Tu dis des gros mots comme ça. Et donc, voilà, on va s'intéresser à la question de l'effondrement, dont tu nous as expliqué comment, ce que ça voulait dire d'un point de vue écologique. Et on va s'intéresser à la société telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, en train de préparer une crise où on va se rendre compte trop tard qu'on n'a pas agi à temps sur les leviers pour changer de direction et que on va se rendre le mur. Et on verra ça après la pause musicale que je laisse le plaisir à Vlad de nous annoncer. Non, tu vas l'annoncer pour la simple et bonne raison que tu ne m'as pas écrit le nom de l'interprète sur un papier et que c'est toi qui as choisi cette musique. Je n'ai pas le nom de l'interprète, mais j'ai le nom du compositeur, c'est George Fenton. C'était pour le film Un jour sur Terre et ça s'appelle A School of 500. C'est beau. C'était Un jour sur Terre, c'était George Fenton et c'était vachement bien. D'ailleurs, le documentaire en lui-même est extrêmement beau et très très intéressant. Oui. Je conseille à tout le monde de le regarder. En plus, c'est Angoun qui fait la voix et elle a une super voix. Si vous aimez l'écologie, la nature et les animaux qui ne sont pas encore morts, allez vite voir ce film. Deuxième partie de Tronche en live avec le réveilleur, où après les limites de l'environnement, on va vous parler d'un complot mondial qui s'appelle le rapport du Club de Rome. Donc c'est les Illuminati qui ont écrit un truc. Je m'attendais à le rapport du Club Dorothée. J'ai eu un moment de... Il faut vraiment que je dorme plus. Le Club de Rome. Le pire, c'est que c'est souvent interprété comme un... Il y a certaines personnes qui pensent que c'est ça. Une officine... Alors en gros, c'est quoi l'histoire de ce rapport? Parce que c'est pas forcément très connu. Et pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils ont une version qui n'est pas forcément la plus adéquate. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute. Ouais. En gros, ce qu'on a vu, c'est que un système écologique pouvait s'effondrer. Et là, la question qu'essaye de répondre le Club de Rome, c'est est-ce que notre société en entier peut s'effondrer? Et c'est des études maintenant. On ne vous dira pas avant la fin, mais l'émission s'appelle aussi en partie Fin du monde. Hein, c'est un indice. Alors. Mais pour monde fini, évidemment. C'est ça. Si on va dans l'espace, on est sauvé. Et donc, en fait, c'est une étude scientifique. C'est une étude scientifique qui a été faite par une équipe du MIT, ce qu'on appelle le rapport du Club de Rome, ce qui n'est pas vraiment le rapport du Club de Rome, parce que le Club de Rome a fait plusieurs rapports. Donc, c'est quelque chose qui est paru en 72 sous le nom The Limits to Growth, je pense. Et ça a été pas très bien traduit en français, mais l'étude a été révisée régulièrement. Et il y a une révision en 2002 qui a été traduite en français, qui s'appelle Les limites à la croissance dans un monde fini. Et s'il y a un livre que je conseille de lire, c'est celui-là. Et pourtant, un livre à lire dans votre vie, c'est Les limites à la croissance. Que moi, je conseille de lire. Dans un monde fini. Ah, mais... Si vous voulez, franchement, c'est très bien. Si vous voulez rester plein d'espoir pour l'avenir de l'humanité... Non, si vous voulez vous rendre compte de certaines choses pour agir avant qu'il soit trop tard, et donc effectivement avoir un meilleur avenir, voilà. C'est pas mal comme lecture. C'est pas mal. Et surtout, je pense que c'est une des meilleures approches pour le côté logique de l'écologie. Parce qu'il y a un côté un peu écolo, idéologique, politisé, qui veut protéger, sortir à tout prix du nucléaire, qu'on arrête de manger de la viande, etc. Je dis pas que c'est pas défendable, mais là, c'est vraiment le côté logique. Est-ce que notre société, si elle continue comme ça, ne va pas s'effondrer ? Je veux dire, tout le monde ne peut pas être touché par le côté écolo, mais je pense que beaucoup de monde vont être ou doivent être touchés par le côté logique. En fait. Du simple point de vue qu'on est quand même, a priori, toute forme de vie a comme principal but, si on peut parler de but dans l'évolution, de se maintenir en vie. Voilà. Donc au minimum, on devrait tous avoir comme intérêt que l'espèce humaine continue d'exister. Voilà. On devrait. Enfin, on va ramer quand même, parce que là sur le chat, ils sont en train de proposer de fertiliser les sols avec des chocolatines. Pas sûr que ça fonctionne. Avec des pains au chocolat, tu veux dire? Bien sûr. Ah.
Donc, juste un petit mot pour ce qu'est le Club de Rome. Bon, alors là, je vous lis ce que j'ai trouvé sur Wikipédia parce que je suis pas capable de le définir comme ça. Wikipédia, mais c'est honteux. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vérifié les sources en bas. Wikipédia source ses propos. Tout à fait. Et en plus, c'est à peu près la même chose sur leur site du Club de Rome, qui a un site, hein, vous pouvez aller voir. Donc, le Club de Rome, c'est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. Les notions de développement durable et d'empreinte écologique font du Club de Rome un précurseur. Si au XXIe siècle, une part de la population terrienne s'accorde à prendre en compte les problématiques environnementales, part pas très élevée, d'autres n'acceptent pas ces analyses qui impliquent beaucoup de remises en question. Ils s'en prennent parfois au Club de Rome à l'origine de ce qu'ils pensent être du catastrophisme. Vous voyez, c'est pour ça que le Club de Rome se transforme en une société secrète qui voudrait stériliser la population. La tronche en biais, l'émission qui cite Wikipédia, parce qu'on ne va pas écrire des scripts vrai. quand même. Non, mais c'est autant se référer. En plus, tu l'as cité la source, donc on peut le faire. Il y a d'autres vidéastes qui lisent Wikipédia mais qui ne le disent pas. C'est pour ça que c'est drôle. Mais ça se voit. Et donc, oui, non mais en plus, c'est même pas le principal propos. Ce Club de Rome a demandé au MIT de faire une étude sur la viabilité au long terme de nos sociétés. D'accord. Et donc, c'est des scientifiques du MIT, une équipe de 4 personnes. Vous voulez les noms ou... Les gens iront sur Wikipédia parce que tu m'as dit que l'article était de bonne qualité. Donc là, on va aller directement au contenu de la chose. De toute manière, tous les problèmes qu'il y a sur Wikipédia dans cette page-là, tu vas les corriger d'ici ce soir, n'est-ce pas? Non, je les ai déjà corrigés. Parfait. Voilà. Disons que comme le replay ne sera pas diffusé avant 10 jours ou 15 jours, ça va. Donc, certains des meilleurs modélisateurs de l'époque ont essayé de modéliser la façon dont nos sociétés allaient se comporter, la façon dont elles allaient évoluer dans l'avenir. Donc, pour ça, ils ont utilisé un certain nombre de variables, parmi lesquelles les ressources, évidemment, les ressources accessibles, la population mondiale et la façon dont elle allait croître, et elle a cru, effectivement, la nourriture, la pollution, la production industrielle. Le niveau de vie matériel est reflété par le nombre de biens de consommation de services et de nourriture par habitant, l'espérance de vie, etc. Et j'utilise également 2 indicateurs qui sont intéressants, donc on va passer une minute dessus. Allez, vas-y. Donc, ils utilisent un indice de bien-être. Oh là là. Et ça, c'est assez proche de ce qu'on appelle maintenant l'IDH, l'indice de développement humain. Donc, en fait, c'est lié à l'espérance de vie, à l'éducation et au bien-être matériel qui est plus ou moins lié au PIB par habitant. Matériel, c'est bien ça. Ouais. C'est le plus important, le bien-être matériel. Bah, c'est pas important quand tu as déjà une voiture, une télé, un canapé. C'est un peu plus important quand tu n'as pas à manger, en fait. Et pas de maison. Et blanc dans mes dents. Non, mais c'est vrai. Nous, ça nous touche moins, mais il y a des endroits où c'est encore un problème. Mais ta réponse est tout à fait valide, hein, et ma question était tout à fait perfide. Donc, il y a un indice de bien-être humain et il y a un indice qui essaye de nous situer par rapport aux limites de l'environnement, donc qui est l'indice de l'empreinte écologique. Ah, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé aussi dans ces eaux-là. Alors, l'empreinte écologique, l'idée derrière, c'est de mesurer la pression de l'homme sur l'environnement. Et la façon dont c'est fait, c'est qu'on regarde la surface nécessaire pour produire notre nourriture, pour avoir de l'eau propre, pour produire toutes les ressources en fait, et les produits dont on a besoin, et également pour absorber notre pollution, nos déchets, etc. Donc, quelle proportion de la Terre chaque individu consomme, entre guillemets? Voilà, exactement. Et c'est ramené à un hectare qui a une productivité moyenne, pour normaliser entre les pays. Tout est moyenné partout, et donc ça donne un chiffre qui a un indice qui est faux, mais qui donne une idée de la pression d'un homme sur l'environnement. Et évidemment, on voit que cette empreinte écologique est beaucoup plus importante pour un Américain ou un Européen que pour une contrée en pour un Érythréen, par exemple. Exactement. Voilà. Et donc, c'est l'indice, voilà, c'est ce qu'ils ont utilisé. D'ailleurs, en Érythrée, si vous nous écoutez, on pense à vous. Vous n'allez pas être marrant. Je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Et le replay, d'ici 15 jours. Et donc, on a toutes ces variables, tous ces indicateurs. Et vu que les gens à qui on a ce rapport sont des modélisateurs, ils modélisent, ils font toutes les interactions, toutes les rétroactions, toutes les interactions entre ces variables. Donc, ils fixent des règles, en fait, qui sont liées à la façon dont l'économie fonctionnait à l'époque et à la compréhension qu'on en avait. Et ils font un modèle qui a pour but... Un modèle, c'est cette structure informatique. Et le but, c'est que quand on l'interroge, il nous donne des réponses qui soient valables pour notre monde. C'est une vision simplifiée dans le but de représenter. C'est un modèle. C'est ça. Et qu'est-ce qu'a montré cette étude? Eh bien, c'est simple et c'est un peu dramatique. Je ne sais pas s'il y a une petite musique. Non, je déconne. Après la pub. Ah voilà. Eh ben, le résultat, c'est que nos sociétés allaient s'effondrer si on continuait sans rien faire, et que cet effondrement aurait lieu
pendant notre siècle. Ah, merde, alors. Donc à l'époque, ils étaient à 80 ans. Suivant les scénarios, en fait, il y a plusieurs scénarios avec plusieurs hypothèses sur les ressources, sur la vitesse de production, sur ce qu'on fait avec la population, ce qu'on fait avec la pollution. Ils avaient fait plein d'hypothèses, et donc suivant ces hypothèses, ça s'échelonne de 2030 à un peu après 2100, mais l'effondrement, Ouais, mais voilà, ça- l'effondrement non, mais là- n'était pas dans non, un mais millénaire. Ça m'embête parce que là, c'est une mauvaise nouvelle, ça m'embête. J'ai pas envie qu'on dise ça aux gens. Tu comprends? Et- Oui, mais c'est pas beau de se mentir. C'est pas beau. Et les gens, C'est pas très esthétique. tout d'ailleurs, ça. les gens ne veulent pas le savoir. C'est un complot. C'est un complot, tu mens. Ouais, je Cette pense. émission, c'est n'importe quoi. Alors, pour une fois qu'on a quelqu'un avec nous dans le studio, on se permet de faire n'importe quoi. Excusez-moi. Allez, C'est Vlad. vrai, c'est un complot. C'est Revenons. le nouvel ordre mondial, en fait. Alors, revenons à ce club d'Europe. Donc, on a une étude scientifique sérieuse qui, pour la première fois dans les années 70, nous dit c'est grave et on ne pourra pas empêcher la catastrophe. Exactement. On peut juste jouer Enfin, sur son ampleur. En fait, il montre Enfin, que si on ne catastrophe. fait rien, si on ne repense pas les choses, on va vers un effondrement. Voilà. Ça, Bon. c'est vraiment la conclusion du Club de Rome. Et ce qui a choqué les gens, parce qu'à l'époque, ça a été bien répandu, au moins dans les contrées anglo-saxonnes, ça a été quelque chose qui s'est lu. Il y a eu un écho. Oui, il y a eu un gros écho, ça a été un peu cassé par les économistes, etc., ce qui fait que ça s'est perdu dans les dizaines d'années qui ont suivi, mais au moment de l'apparition, il y a eu un gros écho. Et la personne qui l'a fait, Meadows, il s'appelle Meadows. professeur Meadows, je pense. Il pensait voilà, qu'en révélant ça ferait que le monde changerait et qu'on suivrait Ah, ces directives. Et Un que... idéaliste. Oui, parce que en fait, ce que montre le rapport, c'est que si on continue à avoir une croissance exponentielle de la population, de la pollution, de la production, des biens, etc., ça s'effondre. Mhm. Et ça rejoint une pensée qui est finalement assez intuitive, c'est que on peut pas avoir quelque chose qui grossit de façon infinie, notre économie, notre population, notre consommation, dans un monde fini. Ça paraît logique, oui, remarque. Mais Maintenant que tu le dis, ça mais, me- non, mais c'est fou. c'est aussi bête que ça. Ah Mais là ce là que là. ça a montré, c'est que les limites, on les touchait. C'est ce qu'on disait au début. Si Oui. ces limites étaient loin, c'est pas grave qu'on continue de grossir. Ouais. Mais c'est que là, Non, ça mais, devient notre problème. Je fais un point parce que là, les gens qui nous écoutent peut-être se disent, mais c'est évident. Mais le fait est que nous, on a grandi avec cette idée. Notre génération, enfin, les gens qui sont nés dans les années 70, 80, 90, on a vécu dans un monde où les idées écologiques sont présentes. Ceux qui étaient là avant, ceux qui sont nés avant-guerre, etc., pour eux, en effet, ça a peut-être été quelque chose qui était dur à avaler. Donc, et c'était pas étonnant que du coup, il n'y ait pas eu de conséquences, qu'à un moment donné, c'est des gens qui n'ont pas voulu l'accepter. Nous, on est dans un monde où on sait qu'il y a des conséquences. On est dans un monde où on sait, mais on est dans un monde qui n'en a pas encore pris la mesure. La base de l'économie, ça reste la croissance. Il y a cette citation d'un économiste, je suis obligé de la faire. Ah. Kenneth Boulding, il s'appelle. Oh, le pauvre. Et il a fait un excellent article en 66, pour ceux qui veulent le lire. Et il disait, celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Oui, alors on passe beaucoup de temps à se demander si l'économie est une science ou pas. Et je pense qu'il y a une certaine une frange de cette discipline qui est vraiment, vraiment scientifique. Et pour les autres, on ne sait pas trop. On s'interroge. Il y a beaucoup d'idéologies, notamment cette idée où on va revenir dans la prochaine partie de l'émission pour questionner ce qui ressemble à des dogmes. Mais avant ça, on va revenir sur ce que disait le Club de Rome et ce qui s'est passé après. Quelles ont été les conséquences de cette déclaration? Donc lui, il pensait qu'il suffirait d'annoncer aux gens, attention, il y a un mur devant, pour que les gens se disent, ah bah, du coup, on va faire un effort, on va l'éviter. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, si on prend la métaphore filée de tout à l'heure, en fait, Voilà. ce qu'a dit le Club de Rome, c'est, écoutez, là, il y a un mur, je vois un mur. Et ce qu'a fait le conducteur, les politiques, la société en général, c'est la croissance, c'est d'accélérer. Donc, on a su qu'il y avait un mur et on a continué d'accélérer. Mais la mauvaise nouvelle de ce soir, parce qu'il n'y a que ça, c'est que ce mur, en fait, il est toujours là. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez tous mourir. Mais non. Vos enfants. Pardon. Putain, vous êtes tous les deux aussi contrariants l'un que l'autre ce soir. Ouais, mais, heureusement que tu es là pour mettre un petit peu de peps et d'humour. Et pour continuer quand même sur cette... Parce que Je suis là. Voilà. Oh, l'angoisse. Cette idée ce qu'a montré le Club de Rome, ça a été critiqué par des économistes, ça a été critiqué par pas mal de gens, et c'est des idées qu'on a un peu oubliées. En plus, là, on parle d'un rapport qui est de 72, qui a été révisé depuis. On a montré joliment qu'on est toujours sur les rails.
Mais on peut se demander, voilà, est-ce que c'est une étude séparée ou est-ce que c'est l'avis de la communauté scientifique? Est-ce que c'est un constat qu'on voit ailleurs? Est-ce que c'est juste une publication isolée qui fait un grand coup de com', on parle beaucoup, et en fait, derrière, il n'y a pas de substance scientifique? Oui, et en fait, depuis, on a eu encore beaucoup de recherches scientifiques. Il y a eu différents concepts qui sont apparus, comme les limites planétaires. Il y a eu beaucoup de recherches aussi sur certains impacts en particulier. Donc, il y a des gens qui étudient le changement climatique, il y a des gens qui étudient l'acidification des océans. Et en global, on a continué à avancer. Et je pense qu'un bon exemple pour se rendre compte que c'est encore une réalité, c'est de regarder l'empreinte écologique. Parce que l'empreinte écologique, ce dont on parlait tout à l'heure, qui sont servis comme indicateur, c'est encore quelque chose qu'on continue de suivre. D'accord, mais je vais raisonner comme un politicien, là, juste quelques secondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste arrêter de chercher? Comme ça, on serait moins angoissé. Ah, belle référence à l'attaque de la sociologie. Je sais pas. Oui, enfin, est-ce que expliquer, c'est excuser, etc. Mais si on arrête de chercher, on va arrêter d'avoir de mauvaises nouvelles et du coup, on vivra mieux. Non, je suis pas sûr qu'on vivra mieux. Je pense qu'on vit bien parce qu'on a continué de chercher. Non, il vaut mieux se prévenir à agir. C'est hallucinant, la loi de Pau s'applique aussi à l'oral. Voilà. On a sérieusement, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, des hommes politiques ou des femmes politiques qui préféreraient qu'on s'inquiète moins. Et donc, ils préféreraient qu'on sache moins, comme ça, on s'inquiéterait moins. Et en fait, ça, c'est juste criminel. Parce que commencer à s'inquiéter sur ces sujets, ça remet quand même en cause la façon dont on pense un peu l'économie et la politique, et un peu leur rôle, leur position et ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Et pour revenir à l'empreinte écologique, donc on a continué de la suivre. L'empreinte écologique, prenez vos stylos rouges. Non, mais en plus, c'est quelque chose, je pense, dont la plupart des auditeurs, voire tous les auditeurs, ont entendu parler, parce que c'est de ceux dont on parle quand on dit pour vivre comme un Américain, il faudrait 5 planètes. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'empreinte écologique derrière. Donc, pour vivre comme un Français, c'est 2,5, 3. On est économe, nous, c'est bien. C'est bien. 2,5, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on n'en a qu'une, en fait. Attends, encore une mauvaise nouvelle. On n'a qu'une planète Terre. Oui, mais maintenant, on a plein d'exoplanètes. Donc, on va pouvoir aller voir Dirty Biology. Il a fait un épisode où il démontre qu'on peut tous quitter la Terre pour aller vivre ailleurs. Non. Qu'on peut tous sortir de l'atmosphère. On peut tous aller dans l'espace. Il ne dit pas qu'on peut y survivre ou s'y déplacer. Moi, j'en ai rien à faire d'être là-haut aussi. Tu l'as vu mourir. aussi. D'accord. Ouais. Enfin, allez voir l'épisode. C'est les Let's Play Science. Mais tu connais tout par cœur. Presque. Et ça, je l'avais pas noté. Et c'est pas de Wikipédia. Et donc. Oui, mais comme tous les youtubeurs, il a pris ses informations sur Wikipédia, ça va de soi. Je suis pas certain. Par contre, quand tu essaies de faire de l'humour, Rodolphe, ça marche pas bien. On va passer à la science, s'il te plaît. C'est mieux. Pense aux gens qui écoutent. On n'est pas là pour rigoler, et surtout comme ça. Bon, je ferai pas la blague sur la régulation par la fin. Alors, donc, cette empreinte écologique, il y a aussi une autre notion derrière dont on entend parler, qui est le jour du dépassement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, parce que tu m'en as parlé au moins 6 fois. C'est vrai? Ah, t'en as de la chance. Voilà, donc, une fois par an, on entend... Sans l'humour, ça marche toujours. Une fois par an, on entend dire qu'à partir d'aujourd'hui, on vit à crédit. L'humanité vit en grignotant le capital des générations futures, qu'on vit sur nos réserves. Alors en 2015, ce jour tombait le 13 août, en 2005, c'était début septembre, et en 1975, fin novembre. Alors évidemment... Donc ça s'améliore? Non. Ah, tu l'as fait en antichronologique, c'est tout. Ouais. Pense aux gens qui nous suivent et qui ont du mal à ce temps-là. Non, c'est de plus en plus tôt, ça veut dire que... Donc entre 75 et maintenant, on est passé de novembre à août. Oui. On a perdu 3-4 mois? Oui. C'est brutal. C'est brutal. D'accord. Et l'idée, c'est que on vit de moins en moins sur les flux, pour reprendre ce que j'expliquais tout à l'heure, et de plus en plus sur les stocks. D'accord. Ça me rappelle cette phrase du philosophe Michel Colucci, qui a dit à la maison, ce qui était dur, c'était les fins de mois, surtout les 30 derniers jours. Ça risque d'être bientôt l'idée. C'est drôle, parce que dans un mois, il y a 31 jours. Merci, c'est une bonne blague. C'est pour ça, en fait, c'est une blague. Ça me fait rire. Cette émission est dramatique. On touche le fond, je crois que tu nous as tous déprimés. Du coup, mais non. On essaie on rame pour faire des choses drôles. Et donc, même quand on regarde l'empreinte écologique, c'était une bonne blague. On voit l'idée d'un système qui tourne au-dessus de ses moyens limites. Évidemment. Au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses limites, et qu'elles sont dépassées et que c'est une réalité scientifique. Et c'est pire en pire. Mais là, on ne parle pas d'une annonce cataclysmique ou d'une annonce d'une secte perdue au fin fond de l'Arkansas. On parle de ce que montre la science.
quelque chose avec lequel on peut Attention, relativement faire confiance. Tu dis ça avec un air d'évidence presque scientiste. On va te le reprocher, même si ce n'est pas du scientisme. Mais oui, en gros, ce que l'on est en train de dire, c'est que tout ça, en fait, il n'y a pas à discuter, quoi. Il n'y a pas à mettre en question. Moi, je veux bien remettre en question. Moi, je veux bien que si on me montre demain que la façon dont on vit, c'est possible et que ça ne va pas s'effondrer, moi, je suis super content. Je veux dire, j'ai aucun intérêt à ce que ça se pète la gueule. Les premiers à ne pas remettre en question. Je gagne rien pour annoncer ça. J'ai pas une église qui le prône. Enfin, j'ai rien à gagner, moi, à ce que ça se pète la figure. Je préfère être. Est-ce que tu peux répéter ça, que ici, tu n'as rien à gagner à dire ça? Peut-être que tu es un idiot utile. Non, j'ai rien à gagner. Et si je me trompe, je préférerais me tromper. C'est ça. Je suis un scientifique, je préférerais me tromper. Si on me le montre, je suis d'accord. J'accepterai le fait que je me sois trompé. Et je préférerais largement me tromper qu'avoir raison, mais de pouvoir rien y faire. C'est un peu, je pense que c'est le cauchemar des gens qui travaillent dans l'environnement, en fait, d'être Cassandre. D'annoncer ça pour que les choses soient évitables, parce qu'elles le sont. Et au final, que rien ne se passe et que rien ne soit fait. Donc c'est peut-être le sujet le plus grave qu'on a abordé dans notre émission en termes de conséquences. Et pourtant, c'est le moins concret, c'est un des moins concrets. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont du mal à embrasser l'importance et la gravité de la situation, parce qu'on ne le vit pas directement. Et le climat qui change, etc., ça a en plus des conséquences ailleurs que chez nous. Parce que chez nous, globalement, ça ne s'aggrave pas trop, en fait, les conditions environnementales. Et globalement, chez nous, on n'a pas, à part dans les écosystèmes agricoles, on n'a pas une pollution qui s'accumule. Notre air, même dans les villes, il n'est pas pire qu'il y a quelques années, parce qu'avant, on avait les chaudières, etc., qui polluaient beaucoup. On a différents types de pollution, mais on n'a pas une aggravation dramatique de nos conditions. Du coup, on ne le vit pas directement. Et je pense que c'est ça il faut essayer de faire rentrer ça dans la tête des gens. Et nous, les premiers, on n'a pas conscience, on ne vit pas encore, on ne fait pas l'expérience des conséquences de ce qui se passe. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à agir sur ces questions-là. C'est qu'on a l'habitude à répondre à des stimuli qu'on voit maintenant, qui nous concernent et qui sont abrupts. C'est comme ça que notre cerveau a évolué, quoi. Et là, on parle de choses qui concernent une période temporelle grande et qui concerne tout le monde. Je veux dire, notre consommation impacte la planète à travers le changement climatique. En plus, il y a aussi une dilution de la responsabilité qui fait que c'est pas moi tout seul dans mon coin qui vais changer l'avenir du climat. Donc on se dit, c'est pas grave, je peux quand même prendre ma voiture pour aller prendre du pain. Merde, t'es chier. Voilà. Et si tout le monde se dit ça, on fonce dans le mur. Et si personne se dit ça, on n'y fonce pas. C'est ça. Mais ça, c'est la déontologie. C'est-à-dire que c'est chacun à son échelle qui doit faire les choix qui doivent, s'ils étaient déportés à l'universel, pourraient apporter une solution. Mais, exactement. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est ça. Et donc, alors, du coup, depuis 30, 40 ans, 45 ans que ce rapport existe, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence? Parce que il a eu un écho sur place, à un moment donné. On dit que 40 ans plus tard, on ne voit pas tellement de décisions solides par rapport à ça. Alors, il s'est passé quoi dans l'intervalle? Ça a été quand même la prise de conscience que ces impacts s'accumulaient et ça, je pense que ça a stimulé les recherches sur le sujet. D'accord. Quand même. Ça a posé, dans le domaine scientifique, à se poser des questions eu quand même sur l'environnement. Oui, enfin, les gens qui travaillent dans l'environnement, souvent quand même, ils ont entendu parler de ça. C'est une pierre angulaire. Merci. C'est exactement ce que je cherchais. Je sais. Très, très pratique. Mais qu'est-ce que ça a eu sur l'économie, la politique? Si, parce que l'écologisme, le mouvement qui essaye de prendre en compte l'environnement, c'est quand même plus une réalité maintenant qu'il y a 50 ans. Pendant les 30 Glorieux, c'était très loin, tout ça, ça n'existait pas. Il y a quand même une prise de conscience, même si elle est progressive, même si elle est trop lente, il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Et comme tu dis, nous on a grandi avec ces problèmes environnementaux, on nous les a enseignés et on apprend certains gestes pour essayer de diminuer notre impact. On est de plus en plus responsabilisé par rapport à ce que nos comportements, nous, ont comme conséquence. Exactement. Mais donc, concrètement, dans les sociétés, est-ce qu'il y a eu d'autres jalons après ce rapport-là, de la science ou de la société pour revenir sur cette thématique-là? Ou est-ce que depuis, il n'y a eu pas grand-chose? Faisons un historique depuis ce rapport-là. C'est assez difficile comme question. Mais je sais, mais c'est pour ça qu'on ça pose. Non, je pense qu'en fait, l'écologie,
Ces problèmes environnementaux se heurtent à des conceptions qu'on a dans la société, et notamment dans l'économique, qui est par exemple celle de la croissance. Alors ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est le développement durable ou la croissance verte, d'essayer de découpler la croissance des impacts environnementaux. Oui. Ça c'est ce qui a été vendu politiquement, ce qui a été vendu économiquement, mais force est de constater que ça ne marche pas si bien que ça. Ce qu'on continue de voir comme croissance, la croissance entre guillemets des impacts environnementaux, l'aggravation de l'environnement, c'est pas arrêté avec ces bonnes volontés. Et quand on regarde en réalité à quel point notre croissance est verte et à quel point notre économie arrive à se décarboner, par exemple, ça reste négligeable, ça reste des discours. C'est encore des discours. C'est du greenwashing ? Faut pas tout casser en disant ça, mais c'est pas encore à la hauteur, c'est pas encore dans l'ampleur. Aux gens ce que c'est que le greenwashing ? Le greenwashing, c'est de vendre quelque chose comme écologique, comme vert, pour le vendre, alors que ça ne l'est pas réellement. Alors, le bon côté du greenwashing, c'est que ça veut dire que les publicitaires et les communicants ont pris conscience que les gens étaient attentifs à ça. Or, et leur seul métier à eux, c'est de savoir ce qui intéresse les gens. Donc ça veut dire que, malgré tout, plus il y aura de greenwashing, plus ça veut dire que les gens ont conscience que c'est un problème. Ouais, c'est ça le bon côté. C'est le bon côté. Voilà, c'est pas pour les marketing, c'est de se rendre compte que cette conscience dans la population, elle existe. Voilà. Alors qu'elle existe beaucoup moins dans la politique ou dans l'économie. C'est déjà. Oui. Pour l'instant, j'ai l'impression que le verrou est plutôt dans le système qu'au niveau de la population. Maintenant, on a quand même des politiques écologiques ou des questions écologiques dans les programmes politiques variés. Le parti écolo a perdu ses spécificités. Mais heureusement, parce que si la société s'effondre dans notre siècle, si c'est pour nous, si c'est en 2050, c'est peut-être la priorité de tous les partis. Oui, après, ils se partagent leur argent comme ils veulent dans les différentes... Oui, la critique, à mon sens, justifiée qu'on peut faire aux politiques, c'est que eux, leur objectif, c'est d'être élus. Hein. Donc on fait des promesses... Donc ça veut dire que quel que soit le bord, les gens commencent à avoir une conscience environnementale. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est qu'à un moment donné, les politiques prennent conscience qu'il y a cette question-là dans la société, donc ils la mettent dans leur programme. Oui. Et en soi, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est traduit en décision parce qu'on a le protocole de Kyoto. Moi, je suis assez pessimiste sur son impact. Est-ce que tu veux en dire un mot? Parce que là, si on égrène un peu tous les jalons, il y a ce jalon-là, le protocole de Kyoto qui est intervenu, c'était quand? C'était il y a quelques années. Je ne connais pas les chronologies par cœur. Bon, c'était il y a 10 ans. Un peu plus que ça. Plus de 10 ans. Les gens dans le chat vont me corriger parce que je n'ai pas la date. Et voilà, il y a eu où là, on a eu une décision internationale où les gouvernements ont pris acte du fait qu'il y avait un problème. Oui, mais alors déjà, c'est pas inutile parce qu'on en parle et c'est toujours bien. C'est pas inutile parce que c'est une réduction, même si elle n'est pas suffisante, c'est quand même quelque chose de bien. Mais le protocole de Kyoto, tout le monde ne l'a pas ratifié, oui. Et c'est en deçà de ce qu'il faudrait faire. Même ce qui se fait maintenant avec les engagements qui ont été faits pour la COP21, oui. Quand on regarde les engagements, qu'on les applique, on n'arrive pas aux objectifs qui sont fixés. Alors, le gros problème, en fait, quand on parle de ces questions, c'est que quand on demande une solution à des politiques ou à l'économie, quand on cherche le protocole de Kyoto, quand on cherche la COP21, on ne demande pas une solution pour régler le problème, on demande des solutions pour pouvoir agir comme on le fait et que ça règle le problème. Mais peut-être que continuer de penser l'économie ou la société comme on le fait, continuer de vivre comme on le fait maintenant, peut-être qu'avec ça comme base, on ne peut pas régler le problème. C'est peut-être ça qu'il faut changer. Alors juste, j'ai la date pour Kyoto, c'est 97. Ouais. Ça fait 20 ans. En fait. Ouais, 20 ans. Presque 20 ans, enfin 19. Et donc... Et donc là, ça touche à ce qu'on va parler en troisième partie. Voilà, mais juste, parce qu'on avait mis un mot-clé et le mot, et je trouve que comme les mots ont un sens, je trouve qu'il est parlant et tu vas pouvoir nous dire pourquoi c'est intéressant d'avoir ce terme-là, c'est le mot anthropocène. Ah oui. Parce que ça traduit bien ce dont on parle. C'est extrêmement élégant comme mot, je trouve. Oui, donc, l'anthropocène. L'anthropocène, c'est quoi? C'est un mot qui est calqué sur d'autres mots, Pléistocène, etc. En fait, ça désigne une période géologique. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ça n'a pas été accepté par la communauté de géologues qui se réunissait la semaine dernière à Oslo pour en discuter. Alors donc, il y a plusieurs phases, en fait. C'est assez compliqué. Parce qu'une ère géologique, c'est quand même quelque chose qui reste gravé dans la roche. Les géologues, ils sont... les géologues... C'est drôle parce que... Attendez, mince, du coup, c'est pas la bonne blague. Ouais, mais les géologues, c'est des gens qui sont lents. Mais c'est normal, c'est lié à leur science. Et puis leur but, c'est pas faire de... Enfin, c'est normal, c'est logique. Moi, je trouve ça se tient que ce soit les plus lents à réagir. Donc, mais c'est un terme qui est déjà utilisé dans l'environnement depuis
pas mal de temps, depuis quelques temps, je ne saurais pas dire depuis quand. Ok. Et l'Anthropocène, l'idée, c'est que ça serait une nouvelle ère géologique qui caractérise ce qu'on vit actuellement. Ça serait l'ère de l'homme. Donc, anthropos pour l'être humain. Et l'ère de l'homme, baptiser cette ère l'Anthropocène, ça veut dire que l'humanité devient la force géologique dominante de notre planète. Et ça, c'est quand même balèze, quoi. C'est Bon, badass. on le voit, on fixe le climat. Je lisais il n'y a pas très longtemps sur un article de l'Anthropocène justement que, en gros, ce qu'on déplace comme matière, l'humanité, chaque année, pour construire nos buildings, pour construire nos routes, pour déblayer des choses, c'est à peu près ce que déplace l'érosion. Donc, Ah ouais. on atteint voilà, une force géologique. Il y a des roches sédimentaires qui se forment avec du plastique. Ça, c'est beau, quoi. Ah oui. Et ça pourrait être un marqueur de l'Anthropocène. Parce que la question, si on a une nouvelle ère géologique, C'est ça. c'est qu'il faut un marqueur. D'accord. Et là, c'est la question. Est-ce oui. qu'on prend l'envolée du CO2 ? Est-ce qu'on prend le plastique ? Les D'accord, petites donc, particules oui, qui donc restent la, là ? La logique, pour traduire, la logique derrière le fait d'accepter ou non que l'Anthropocène existe d'un point de vue scientifique, c'est de se dire, si on vient dans 100 millions d'années, est-ce qu'on trouvera dans les roches ou dans les glaces ou quoi que ce soit, les traces qui caractérisent cette époque-là par rapport Voilà. à une autre ? Il faut qu'il y ait un changement, en fait, un changement majeur, par exemple celui du climat, et qu'il y ait un marqueur. D'accord. Et donc le Alors, marqueur, il y a déjà une grande extinction des espèces. Hein. ouais, mais ça c'est pas un marqueur géologique. Ah, Mais par contre, ce qui peut être un marqueur si, géologique, fossile. oui, mais non, Quand un même. marqueur, c'est vraiment, faut que ça soit un roche Ah, sédimentaire, pour que ce etc. soit- Faut que ça ouais, soit. mais les roches élémentaires, s'il y a une grande extinction dans la diversité des Peut-être, fossiles mais- marins qui forment les roches calcaires. Ce qu'ils pensent, par exemple, c'est aussi les retombées radioactives, parce qu'on a fait beaucoup d'essais Ah, voilà. et ça a mis plein Eh ben, c'est d'éléments bien. radioactifs Ça, c'est bien. Ça, c'est qui bien. sont plus là depuis Eh ben longtemps. voilà, là, c'est Ça- bien. ça- La ça radioactivité, marque. c'est cool. Cette discussion ne va nulle part. Ok. Mais si, l'Anthropocène, l'ère de L'Anthropocène. l'homme. Ouais. L'homme devient une force géologique L'humain, dominante. l'ère de l'humain, parce qu'on va voir la L'ère moitié de l'humain. des hommes qui sont des femmes qui vont nous Ah, dire pardon, on l'ère de est là l'humain. aussi, voilà, et c'est vrai. Et ils ont L'humanité devient la force géologique dominante. Voilà, et bah, dis donc, c'est vachement bien. Et donc, du coup, on va quand même faire la transition vers la prochaine partie, Absolument. qui est de se poser la question. Du coup, on a bien expliqué les choses, on vous a bien pourri un peu l'ambiance ce soir. Et Il on faut n'est pas pas, dire et on ça. n'est pas désolé, parce qu'à un moment donné, il faut prendre Des os, pas des os. il faut prendre nos responsabilités. Si on ne le dit pas, on ne pourra pas sauver le monde. Or, nous, on est là, à la tronche en biais, pour sauver le monde. Hein. Donc, une fois qu'on sait que l'environnement a des limites, que les ressources sont limitées, que si on est attention sur le corps, ça fout le camp. Une fois qu'on sait que l'économie est encore plus fragile qu'un écosystème, est-ce que l'économie telle qu'elle est pratiquée, l'économie, même pas la science, mais l'économie, celle qui est au pouvoir, celle qui est choisie par les dirigeants, est-ce que cette économie-là, elle a pris la mesure de ce qu'on sait, parce qu'on ignore plein de choses, mais le peu qu'on sait, ben on le sait, on ne sait pas qu'on le sait. Est-ce qu'on a pris la mesure et est-ce qu'on a des décisions, y compris donc, COP21, etc., qui vont permettre qu'on n'ait pas le problème qu'on voit arriver? J'ai bien posé la question? Ouais. Bon, bah donc, si tu veux élaborer la question 2 minutes, et puis après, juste pour faire la transition, pour faire la question suivante. Ok, ça marche. Bah, oui, parce que là, ce qu'on a constaté jusque-là, c'est que ça peut s'effondrer et qu'on n'en a pas tellement pris la mesure. Et donc, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est que est-ce que l'économie prend ça en compte? Parce qu'il semble y avoir une incohérence entre la réalité physique, matérielle, le constat scientifique et la construction de nos sociétés, de l'économie. De l'économie au sens large. Oui. De l'économie en tant que production, distribution, échange et consommation des biens Oui. et des services. C'est ça l'économie. Eh ben, on vous répondra. Je sens que ça vous démange de savoir. Juste après cette deuxième pause musicale, mon cher Vlad. Absolument. Et il s'agit d'un morceau très très approprié, puisque c'est Earth Song de Michael Jackson. Michel Jackson. C'était Earth Song de Michel Jackson. Notez ce magnifique emploi au 4e degré majeur. C'est superbe. Voilà, donc Vlad fera peut-être d'ailleurs l'analyse de cette chanson. On en avait parlé, que peut-être tu ferais ça sur ta chaîne. un Oui, jour. ça fait des années, du coup, en fait, sûrement Pas que je vais des jamais le faire. années, pas des années, mais ça fait quelques temps en effet. On a du combat avec la caméra qui ne veut pas s'allumer. Donc, retour sur la tronche en live sur l'environnement, l'écologie, l'économie et la fin du monde, avec le réveilleur, allez voir sa chaîne. Et on va Abonne-toi. s'intéresser à ce dogme de l'économie qu'est la croissance. Alors, juste avant, on revient sur le mot économie, c'est ce que tu as dit, à savoir qu'il ne faut pas confondre les termes. L'économie, ça n'est pas la finance.
l'économie, ça n'est pas les traders, ça n'est pas les milliardaires, ça n'est pas etc. L'économie, c'est l'ensemble des échanges de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme, biens, services, etc. Donc l'économie, au sens large, on ne peut pas y échapper. Toute société, même qui n'a pas de finances, pas d'argent, a une économie. Oui. Voilà. Donc, et cette économie-là, donc c'est une dynamique de relation entre les êtres humains. Et on est dans une société où on a l'impression que la qualité d'une économie se mesure à sa croissance. Oui, exactement. Donc, j'ai bien résumé. Hein. Oui, oui. Voilà. Et on va encore insister sur le fait que l'économie, c'est ce qu'on fait tous, en fait. À chaque fois qu'on achète, qu'on consomme, qu'on échange quelque Même chose. sans acheter, d'ailleurs. Oui. Si, non Bah, c'est même Faire des qu'on économies, produit, c'est pas justement quand on ne pas travaille, acheter on Quand fait on partie fait de du cette économie, troc, c'est ce qui nous relie. Quand on a Vlad qui fait un générique pour un copain qui fait une chaîne, Exactement. c'est de l'économie. C'est de l'économie. Et ça, on en parlera tout à l'heure parce que ça, c'est l'économie, mais ce n'est pas compté dans le PIB. Voilà. Bref. Donc la on a cette croissance et le économie. PIB au programme de cette partie. Vas-y. On a cette économie qui peut se penser, comme tu le disais très bien, sans monnaie, qui peut se penser sans croissance. Une économie sans croissance, ça continue d'exister, ça continue d'être une économie. Ouais. Et ce qu'on utilise maintenant pour quantifier la santé d'une économie et ce qu'on utilise comme boussole pour les ajustements qu'on fait, politiques, etc., c'est la croissance. C'est ce qu'on cherche à tout prix. On l'entend dans tous les discours. On a l'impression que c'est, je sais pas, une prière, quoi. On l'a partout. Ça Donc, devient il y la a- nécessité absolue de nos sociétés modernes. Et est-ce qu'il y a un seul programme politique, moi je n'en connais pas, qui Si, il y a- sérieux, hein, un programme politique dans les partis qui sont susceptibles d'arriver au pouvoir dans les prochaines années, qui remet en question cette idée de la croissance absolue? Non, il y a un mouvement qui le remet en question, qui est la décroissance, qui Oui, mais prône c'est la un décroissance, mouvement, mais oui, ça n'a pas d'entité politique très Voilà. visible, je pense. C'est pas une force politique au sens où c'est quelque chose qui peut changer, en tout Non. cas à l'heure actuelle, les choses. Ok. Non, ça reste une pensée extrêmement présente. Voilà. D'où l'idée que ce serait un dogme. En tout cas, ce soir, on va en parler comme d'un dogme. On va en parler comme d'un dogme. Et pourquoi c'est un dogme? Et pourquoi c'est peut-être quelque chose dont on devrait se méfier, ou au moins discuter, au moins s'emparer de ce sujet. Mais l'économie en général, c'est quelque chose dont il faut s'emparer. L'économie, c'est notre vie de tous les jours et ça a des implications énormes. Alors, Et pour je ceux suis qui n'ont d'accord jamais- avec toi, et moi j'ai toujours détesté l'économie, ça m'a Alors- toujours emmerdé. J'en suis navré, hein, et alors que c'est extrêmement important. Non. Alors déjà, c'est peut-être emmerdant suivant la façon dont on le perçoit, suivant la façon dont c'est parlé dans les médias, etc. Mais je pense Bah, que déjà, ça peut être au un sujet. lycée, c'était les ménages Oui, d'accord. comme ça, mettant des trucs pourcentages. D'accord, c'est très Voilà. comptable, c'est très mathématique. Je Voilà. peux comprendre. J'ai un conseil pour ceux qui écoutent et qui n'ont jamais approché l'économie et qui veulent l'approcher. Il y a une excellente BD qui s'appelle Economics de Michael Goodwin, peut-être bien. Eh ben, je tu sais me plus donneras la exactement. référence et on la mettra dans la description. Et je pense que, alors c'est une BD, ça fait 300 pages, c'est une grosse BD, ça explique l'histoire de l'économie, ça permet de se saisir des différentes notions, c'est très bien fait. Et je pense qu'honnêtement, c'est le meilleur rapport temps investi, connaissance acquise. D'accord. Sinon, je je te me- mets en pause pour donner la parole à Vlad qui va suggérer au moins 2 chaînes, je pense. Oui. Je vais suggérer Stupid Economics, qui est une excellente chaîne de vulgarisation à Je l'économie. plus sois. Et qu'est-ce que tu allais citer d'autre? Et Eureka. Eureka Voilà, qui parle Eureka. de finance et Voilà. aussi Et d'économie. il y en a une troisième, je crois, et je m'excuse parce que j'ai pas retenu le nom. Enfin, il y a quelques chaînes de vulgarisation sur YouTube maintenant qui sont extrêmement intéressantes. Il y a le blog de Passeur d'Écho aussi, Voilà. qui aide d'ailleurs à l'écriture, qui aide au Stupid Economics. Je sais que le rédacteur de Stupid Economics lui fait relire ses textes. Et il y a de la vulgarisation qui se fait aussi à ce niveau-là. Il faut juste la chercher un petit Et peu. vous allez voir, en Mais fait, ça c'est existe. une fois qu'on est dedans, C'est intéressant. qu'on entend, qu'on écoute la vidéo, voilà, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que la manière dont moi je l'ai approché, l'économie, par les médias chiantissimes et par, à l'époque c'était en seconde, des cours d'économie chiantissimes, c'était juste, chiantissime. Mais peut-être qu'on te l'a enseigné comme ça pour que tu ne t'intéresses pas à l'économie. Ah, Théorie du complot. Alors là, quand même, ce serait grave. J'ai peur, Vlad, tu as foiré les faits. Mais, Voilà. mais Voilà, mais non, mais tu fais n'importe quoi. c'est pas moi qui ai foiré les Ouais, faits. bah, C'est Maxime, voulu. Bon, voilà. Bref. Donc, au-delà de cette petite blagounette, l'économie, c'est vraiment extrêmement important et ça peut être vraiment intéressant. Et on va parler de la croissance. La Mais la croissance, c'est la croissance de quoi? Alors la croissance, c'est la croissance du... Alors, pas de blague vaseuse. La croissance. Je ne suis pas très familier avec le concept de croissance, malheureusement. La croissance, c'est la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Alors, Prenez le vos produit crayons intérieur verts. brut, c'est calculé pour une zone géographique. Donc, par exemple, on va parler du PIB. de Putain, la c'est France. chiant déjà. Non, mais Ah. je suis désolé. Ah, j'ai des On est boutons, là, qui obligé de poussent. passer un peu par une vas-y, mais définition. dépêche-toi parce que ça va pas le faire. Ok, donc on va aller vite. Alors, pour aller vite,
le produit intérieur brut, en fait, c'est pas un produit, c'est une somme. Et il y a plusieurs façons de voir cette somme. C'est chiant. En fait, c'est soit la somme des valeurs ajoutées de tout ce qui a été produit et vendu dans un pays, soit la somme de tous les salaires versés, les bénéfices des entreprises et les revenus des impôts, soit la somme de ce qui a été consommé et investi. En gros, que l'on regarde la valeur de ce qui a été produit dans une région donnée, ce qui a été gagné ou ce qui a été dépensé, on tombe mathématiquement sur la même chose. C'est chiant. D'accord, Ok. c'est chiant. Bon, il y a quelques subtilités, il faut prendre en compte les exports, les imports, mais c'est déjà trop chiant. Alors voilà, non mais c'est pour comprendre, c'est la somme de la valeur de tout ce qui a été produit Donc c'est la production. ou de tout ce qui a été consommé. Parce qu'on peut voir les deux. D'accord. On peut consommer sans produire? Non, mais si on somme la valeur de tout ce qui est produit ou de tout ce qui est consommé, vu que ce qui est consommé c'est acheté à celui qui est produit, ça revient un peu au même. C'est ça ce que je viens de raconter quand tu disais que c'était chiant et que t'as pas écouté. Tu vois, c'est tellement chiant qu'on n'écoute pas. Bon, D'accord. pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller voir cette superbe source qui est Wikipédia. Ça explique très bien le produit intérieur brut. Très bien. Et c'est chiant à lire d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a des problèmes avec le PIB et on va en parler ici. Et il y a même pas, en fait, on va même pas parler que des problèmes que pose l'environnement au PIB parce que le PIB, c'est déjà En soi, c'est la notion bizarre. de croissance, Ouais. il se pose déjà des problèmes. D'accord. Alors déjà, le truc, c'est que ça prend en compte que ce qui a une valeur, que ce qui est vendu, acheté et par les voies officielles en plus. Ce qui n'a Bon. pas de Ce qui a valeur. une valeur indexable, tu veux dire. Oui, Qu'on- ce qui qu'on peut ce qui quantifier. est, ce qui est compté par les impôts, ce qui est compté par les registres. Voilà. ce qui- Donc le travail du mère au foyer, par exemple, c'est pas compté. Exactement. Alors que le travail d'une Ou mère d'un au père foyer... au foyer, pardon. Hein. Voilà. Oui, père au foyer. Moi, j'ai rien contre. Mais non, mais Et alors que l'économie, c'est la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et des services. Donc quand on passe le ménage chez soi, on fait un service, on produit un service, même si c'est pour soi, même si ça génère pas d'argent. Mais ça, c'est pas compté dans le PIB. ouais. Si Yvelette me fait gentiment une musique pour mes vidéos et Ceci qu'il ne est le un fait pas message. payer ou que ça passe par le marché noir, c'est pas compté par Oui, le c'est pas PIB. compté. Ouais, ça. Et Et tout le travail associatif, il y a beaucoup Évidemment. de choses. Le travail artistique, l'éducation. évidemment, quand on donne des confitures à son voisin, c'est pas compté par le PIB. C'est inadmissible. Enfin, il y a l'État qui est en train de commencer à songer à taxer les ventes sur le Bon Coin et sur tous Oui. ces sites-là en ce moment. Ça le sera bientôt, va. Et- Ah, bientôt, tu feras et la vaisselle pareil- à la maison, crac, faut payer l'impôt sur la vaisselle, hein, c'est 2 euros. Tout ce qui n'est pas comment dire, déclaré, ça ne sera pas compté non plus. Oui. Et évidemment, la prostitution et la drogue, c'est pas compté. Ou alors, on essaye de le mettre dans le PIB, parfois Du coup, sur le le pays, fait, mais ça compte pas. le fait de légaliser ces choses-là, ça pourrait en fait. Et ben voilà, peut-être régler là le on a une problème. idée de croissance. Si on légalise le cannabis, croissance. Parce qu'on compte quelque Légalisons chose qui n'y était pas. légalisons la prostitution et on Croissance. pourra résorber le trou de la Sécu. Non, C'est mais toujours ça. c'est ça. En fait, si on compte quelque chose qui ne l'était pas avant, ça fait de la croissance. Alors que ça ne changera pas la situation. D'accord. Et puis, enfin, il y a d'autres problèmes au PIB. Oui, Ouais. oui. Et il y a un problème qui est important de comprendre, c'est que le PIB, ça compte ce qui est produit, ce qui est consommé, donc ça compte le flux dans Voilà. l'économie. Et ça ne compte pas le capital. Si je construis un hôpital, Mhm. ça va rentrer dans le PIB, parce que le fait de le construire, ça va générer des Bien transferts sûr. d'argent, etc. Une fois qu'il est là, son entretien ou son utilisation rentre dans le PIB, mais le fait Le fait d'avoir d'avoir un un hôpital, hôpital. ça compte pas dans le PIB. Et c'est pour ça que les pays en voie de développement ont une croissance très forte par rapport à nous. C'est qu'ils forment un capital que nous, on a. Oui. À un moment où tu construis ton hôpital, tu as cette croissance. Donc, quand Quand tu l'as construit, Quand ils ont un PIB qui augmente de 10%, ça ne veut pas dire que. En différentiel, ils produisent des choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus riches que le pays où il y a moins de croissance. non, la croissance, c'est pas la richesse, Ouais. ça mesure l'activité de Et l'économie. du coup, il y a quand même une phrase assez connue qui dit qu'il n'y a rien de meilleur qu'une bonne petite guerre pour faire repartir l'économie. Mais- Merci, mamie. Parce qu'il suffit de tout raser. Et évidemment, du coup, comme il faut tout Ah oui. reconstruire, et ben, on a l'impression qu'on fait plus de choses. Sauf qu'en fait, alors, l'inconvénient, c'est qu'avant, il faut faire la guerre. Voilà, Oui. Il faut faire la guerre, il faut mourir un petit peu, Oui. faut massacrer les gens. Bon, c'est Oui. le côté. Mais après, du coup, on peut reconstruire. Alors, Oui. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut faire la guerre. Si on veut la croissance, ça peut être une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée en soi, mais pour la croissance. Mais même pendant qu'on fait la paix, je sais pas s'il y a des gens La qui ont paix. lu la paix. guerre. Même pendant qu'on fait la guerre, Ah. je sais pas s'il y a des gens qui ont lu 1984.
J'ai vu le film. Bon, dans 1984, Il faut lire en ce fait, il bouquin. y a une guerre perpétuelle. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils produisent constamment. Oui. Mais ça, Pour c'est- l'effort de guerre. mais ça, c'est merveilleux parce qu'on produit constamment des choses qu'on détruit. Donc en fait, on peut Il y a un toujours flux, produire. on a Il y a toujours toujours ce flux. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors que si on construit un hôpital, une fois qu'il est Ce construit, garçon a des on n'a problèmes. plus d'hôpital à construire. Donc là, il n'y a plus de croissance. Une fois C'est qu'on ça. a le capital qu'il est là, il n'y a plus cette croissance. Donc ça montre bien que c'est. Et une fois que tout est cassé, là, c'est les 30 glorieuses, ce que tu disais tout à Oui, l'heure. voilà. Une fois qu'on a tout cassé en France, on a eu les 30 glorieuses, cette belle croissance. C'était parce qu'on s'était fait dominer notre capital. Première guerre mondiale, crise de 29, Deuxième guerre mondiale, on n'avait plus grand-chose. Il a fallu tout reconstruire. Et du- Croissance merveilleuse. Et du coup, on a l'impression que c'est une magnifique période, alors qu'en fait, il a fallu qu'on se rattrape tout le boulot qui avait été fait pendant des siècles avant. Oui, il n'y avait plus de C'est- capital, tout à construire, tout le monde en a profité. Voilà. Donc, ça semble illustrer par l'absurde que le PIB, ça mesure que dalle, en fait. Bah, Ou pas. mais oui. Mais là, je suis critique Et- exprès. Hein. Le but, c'est que tu défendes peut-être éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui. Enfin, tu vois. Ok. Alors, est-ce que la croissance, c'est toujours mauvais? C'est ça la question. Là, on est en Voilà. train de dire que. Est-ce Mais- que le PIB, c'est Alors, tout pourvu, là, un dernier aspect quand même, parce que un dernier aspect rigolo, c'est que si on mesure ce qui est produit, Oui. il y a tout intérêt à produire davantage. Donc D'accord. là, il y a une espèce de force à l'obsolescence programmée. Ah oui. Si un bâtiment dure 10 ans au lieu de 40, on a besoin de le construire 4 fois. Et ça, c'est très bien. Ça fait du flux dans l'économie. Ça Ouais. fait du PIB. D'où Ça l'intérêt fait de la d'avoir croissance. des téléphones portables qu'on renouvelle tous les 6 mois, des ordinateurs Ah bah qu'on si, change si, tous les si 2 tu ans. peux le changer tous les 6 mois, c'est bien. Tu t'achètes, Ouais, ça, enfin, moi, ça pousse des gens à produire. Moi, j'évite, sauf quand je Ça me crée de casse. l'emploi. Oui, d'accord. C'est important. C'est bien. C'est ton rôle Voilà. de consommateur. Dans la une logique société. où le PIB est la référence. Et Oui, la dans la croissance. logique où. D'accord. Donc, il y a des défauts, y compris économiques, Ah bon. avant même qu'on parle de l'environnement. Et on peut se demander s'il y a que des défauts. Et pourquoi on utilise la croissance si ça paraît C'est pourri à ce point-là. même intuitivement. Là, on en a parlé très rapidement et je pense que les économistes doivent se. On t'entend. Non, c'était pas moi, c'était toi. Et C'était- mais même si les ouais. économistes s'arrachent peut-être les cheveux et peuvent peut-être me tuer parce que je simplifie des trucs, peut-être. Oui, alors, mais- on n'est pas contre l'économie. je veux dire, c'est non, c'est extrêmement on important. a besoin. Et le fait est que qu'on est peut-être, nous, en tout cas, très ignorants dans ce domaine-là. Donc, Venez. on dira peut-être des choses horribles. Mais en tout cas, on invite les gens à se renseigner, à se documenter, à aller voir les chaînes de ceux qui savent et d'aller lire des bouquins. Voilà, donc, ne nous tombez pas dessus si vous êtes économiste. On n'a rien contre vous. On aimerait que justement, ce soit pris un peu plus au Et il sérieux. y en a des très bons. Les côtés vraiment scientifiques, Piketty et compagnie, ça m'a l'air un peu Alors, plus sérieux. on que va d'autres. en parler un peu. D'accord. Moi, j'ai bien aimé. J'ai lu son livre. Mais j'ai pas lu, il est trop gros, ça me fait peur. Oui, mais c'est très bien. Ça avait l'air scientifique. Mais par contre, pardon. c'est peut-être un peu plus dur à lire qu'économique. Je conseille plutôt économique, ça, D'accord. comme entrée en matière. Donc voilà, la question le à se poser, PIB, c'est- ça a l'air tout pourri et pourtant on l'utilise. Le PIB et la croissance, voilà. Pourquoi on l'utilise si, en quelques minutes, on voit qu'il y a déjà des problèmes? Eh ben, en fait, la croissance, on l'utilise comme proxy, comme intermédiaire, comme représentatif d'une augmentation de la qualité de vie, d'une augmentation de ce qu'on a comme bien matériel, d'une augmentation, même, il y a des gens qui associent croissance et création d'emplois, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais il y a une certaine réalité derrière, c'est que ce lien entre croissance, entre PIB et bien-être, il existe Il y a une corrélation. jusqu'à un certain point. Ah. Et là, c'est là que ça devient important. Parce qu'il y a des économistes qui ont fait, y compris des fois sur plein de pays différents, des grosses études, qui ont essayé de voir, voilà, vu qu'on a des pays à différents niveaux de développement avec différents PIB, est-ce qu'il y a un lien entre le bien-être, entre l'espérance de vie et ce PIB? Ou est-ce qu'il est juste fantasmé? Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est vrai jusqu'à un certain point. Alors, on va prendre un exemple que j'ai trouvé, et j'ai trouvé chouette. Il y a un indicateur qui s'appelle le Sur Happy. Wikipédia, Non, pas du tout. ah, ça va, c'est bien. Non, mais arrêtez. Ça va me suivre maintenant. Hein. Les gens vont vraiment Comme- penser qu'on est contre Wikipédia. Non, Il y a mais- déjà des gens qui m'ont posé la question dans le chat. Hein. Wikipédia est un excellent outil de travail à condition de ne pas se limiter à ça et c'est pas ce que tu fais donc c'est Non, pas c'est un pas ce que je fais. donc c'est très très bien. Et j'ajouterais que surtout, souvent il ils faut font savoir d'excellents l'utiliser. résumés et il y a des très bonnes sources. Moi Voilà. j'ai trouvé d'excellentes sources pour certaines de mes Si vidéos, vous ça m'a hési- redirigé si vous vers d'autres hésitez choses. entre le Figaro ou le Gorafi parfois et allez sur Wikipédia, là au moins c'est mieux. Et si vous avez des doutes, lisez les sources. Voilà, donc qu'est-ce que tu disais? Pardon, Comme je toujours. t'ai coupé. Donc si on prend le Happy Planetary Index, alors c'est un indice qui est basé sur l'espérance de vie, le bonheur rapporté par la population et l'empreinte écologique. Oui, à nouveau l'empreinte écologique, comme ça je limite le nombre de choses que je dois expliquer. C'est bien, tu nous ménages. Eh bien, cet indice, il montre
qu'il augmente avec le PIB jusqu'à 15 000 $ par habitant. Au-delà, il n'y a plus de corrélation. Au-delà, on augmente le PIB, ça ne fait pas augmenter cet indicateur. Et il y a eu d'autres études, notamment qui ont essayé de lier directement le PIB par habitant et le bonheur. Alors, je pourrais vous mettre le lien de l'étude. Je l'ai mis de côté. On fera ça. Et parce que c'est assez intéressant, ils prennent vraiment beaucoup de pays. Et ils montent, pareil, on a une croissance, on a un lien, une corrélation jusqu'à 15 000 $ par habitant. Ensuite, on a un palier jusqu'à, je ne sais plus exactement, 30 000, quelque chose comme ça. Il n'y a pas trop de règles. Et ensuite, on voit que quand on augmente encore le PIB, le bonheur diminue. Oh là là. Alors là, l'argent ne fait pas le bonheur. Et ça a un nom en économie, c'est une notion assez discutée, c'est le paradoxe d'Easterlin. Easterlin. Ouais, paradoxe d'Easterlin. D'accord. Et là, pour le coup, l'article Wikipédia là-dessus n'est pas très bien fait. Bon, alors, oui, Wikipédia a ses limites. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que jusqu'à 15 000 $ par an, tous les pays qui sont dans la zone qui est en dessous, le PIB est un bon indicateur de leur santé. De leur santé, de leur espérance de vie, de leur bonheur, et ça se comprend très bien. De la santé du pays, de la santé de l'économie. Et du coup, dans ce cas-là, par an, ça correspond à quoi par rapport à un Français moyen? Alors, un Français moyen, on a 2000 milliards par là de Pays-Bas, et on a 60 millions, donc je crois qu'on doit être entre 35 000 et 40 000 $ par habitant. Donc on est au-delà de la limite, on est bien au-delà. Où ça diminue un petit peu. Oui, on est au-delà. C'est pour ça, c'est le blues. On est au-delà. Non mais quand même, juste un truc. C'est que moi je suis largement en dessous, donc je me sens très bien. Mais c'est pour la société, c'est pas par personne. Oui, mais je veux penser à moi comme tout le monde. On en reviendra. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que intuitivement, ça se comprend bien. Si c'est un pays qui n'a rien, qui n'a pas d'infrastructure pour les hôpitaux, qui n'a pas une agriculture stable, qui n'a pas d'éducation, on comprend très bien qu'en s'enrichissant, en ayant plus de services, etc., on voit effectivement la qualité, l'espérance de vie et le bonheur augmenter. C'est parfaitement logique. Matériellement, ça veut dire que le pays est en train de construire des structures qui font du bien. Okay. Alors, en France, on a le chiffre, merci Maxime, qui nous fournit le chiffre de 42 500, combien 503. Voilà, alors nous enverrons des montres dédicacées à ceux qui avaient trouvé. Et au-delà, oui, au-delà, on comprend que ça puisse décroître aussi. Quand on a déjà un canapé, une télé, une voiture, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un deuxième canapé, d'avoir une deuxième télé. Et pourtant, il faut travailler plus pour consommer plus. Oui, c'est un peu l'idée. Mais du coup, on peut se saisir intuitivement de ça. Au bout d'un moment, quelque part, l'augmentation du bonheur n'est pas tellement liée à l'augmentation matérielle. Et les gens qui ont essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le paradoxe d'Easterlin, ils se sont rendus compte que à partir d'un certain moment, une fois que les gens ont ce qu'il leur faut, ce qui les rend plus heureux, c'est d'avoir plus que les autres. Mais ça les rend juste eux heureux, et pas les autres. Et donc là, il y a un lien entre les inégalités et le bonheur qu'on ne développera pas ici. Mais... Il y a aussi le fait qu'à partir d'un moment donné, ce qui rend heureux, c'est d'avoir du temps pour soi. Exactement. Donc finalement, du temps pour les autres. Travailler 40 heures pour avoir une télé, tu n'as pas envie de travailler 80 pour en avoir deux. Et si en travaillant 40 heures, tu as une télé, tu préfères travailler... si en travaillant 40 heures, tu as deux télés, tu préfères travailler 20, en avoir une. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être, ça dépend aussi du sens qu'on veut donner à son existence. À un moment donné, l'économie peut aussi s'intéresser à cet aspect humain, des aspirations, ce qui est dur à quantifier. Voilà, à un moment donné, c'est important aussi d'avoir cette dimension-là, la dimension humaine. C'est pas parce que nous, on défend une vision scientifique des choses qu'on oublie que le sens qu'on donne à la vie, c'est le sens qu'on lui donne, quoi. Ah bah oui. Et on ne peut pas tout calculer. Et à un moment donné, c'est pas étonnant que... on ne peut pas tout résumer par des chiffres et par le fait qu'il faut travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus. Or, c'est la seule logique qui semble prévaloir, surtout en période de crise. Oui. Mais même les gens qui ont étudié ce lien entre bonheur et PIB par habitant, c'était des études scientifiques. Ça date de quand ? C'est assez récent parce que ce paradoxe d'Easterlin, il a été remis en cause par des économistes en 2004 et il y a d'autres économistes que ça a énervé qui ont fait une étude plus grande. D'accord. Donc ça doit être 2000, je sais pas exactement, je t'enverrai la référence. Enfin, c'est les années 2000, quoi, donc c'est assez récent. Mais du coup, j'aimerais revenir sur, à moins que je te coupe, auquel cas tu reviendras, tu as évoqué le terme des inégalités et il me semble que c'est aussi, parce que tu me l'as appris, que quand on en a parlé, que le PIB justement a encore un défaut. C'est que dans un pays où on a un PIB énorme, ça ne nous dit absolument rien sur comment est réparti ce qui est produit et comment est réparti ce qui est consommé. Oui. On peut avoir un pays qui consomme beaucoup, mais parce qu'on a un quart de la population qui consomme les 3 quarts des produits, et c'est ce qui se passe en général. Oui.
on prend le PIB d'un pays, on divise par sa population pour avoir le PIB par habitant, l'indicateur qu'on utilisait ici. La moyenne. Ouais, c'est la moyenne. Mais le PIB, vu que c'est l'agrégat de tout ce qui s'est fait dans l'économie, ça n'a aucune information sur la façon dont ça a été distribué. Si en France, c'est une personne qui consomme pour 2000 milliards ou 60 millions sur qui c'est réparti, ça ne change rien au PIB et à cet indicateur qu'on utilise. Et ça, je voulais en parler un poil plus loin parce que, c'est un défaut du PIB, évidemment, mais deux, il y a peut-être aussi là-dedans une raison pour laquelle on continue de préférer cet indicateur. C'est que ça ne montre pas les inégalités. Et quand on regarde l'étude de Piketty, justement, Thomas Piketty, l'économiste qui a fait un bouquin qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle, où il analyse l'évolution des inégalités, on voit que ces inégalités se sont enflammées. En fait, qu'il y a un décollement total des classes aisées et qu'elles ont récupéré une grande partie des fruits de la croissance. Et là c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui a feuilleté tous les registres d'impôts, qui a tout consigné. On parle pas d'une pensée politique, on parle pas d'une théorie du complot, on parle d'une analyse. Il a fait un travail d'analyse scientifique des données et il dresse un bilan scientifique. Oui, et ce qui montre, c'est que les inégalités augmentent. Et ça, le PIB ne le montre pas. Donc ça évite d'être confronté à cette question. Et ça peut être une raison pour laquelle c'est un indicateur qui est pratique. Il cache certaines réalités qui pourraient chambouler les choses. Tu es en train de me dire que du coup, on l'utilise parce que justement, ce serait embêtant d'en utiliser un autre. J'irais pas juste... Enfin, je pense qu'un indicateur qui montrerait les inégalités serait dangereux politiquement. Oui, d'accord. Ah oui, parce que les politiques telles qu'elles sont menées ne sont pas propices à réduire les inégalités. Parce qu'on montrerait qu'elles peuvent être élevées et on montrerait qu'elles ne vont pas en s'arrangeant, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on voudrait finalement. D'accord. Et oui. Un dernier, avant de voir pourquoi on continue de la garder quand même, évidemment, tout ce qu'on a parlé jusqu'avant, la croissance, ça impacte l'environnement. Le fait de vouloir toujours plus produire, le fait de pousser à l'obsolescence programmée, le fait de vouloir toujours plus consommer, de vouloir avoir toujours plus de biens, ça se fait avec une empreinte. Je me permets de revenir juste sur l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été démontré? Je ne suis pas certain qu'il y ait un réel consensus sur la question aussi. Alors, l'obsolescence programmée en tant que telle, à savoir le fait de désigner, de dessiner, de créer des objets avec des faiblesses spécifiques pour que l'objet tombe en panne, a priori, c'est débunké. A priori, ça n'existe pas. Ouais. En revanche, qu'on fasse tout pour, dans la communication, rendre les objets le plus obsolètes rapidement, mais par la mode, par l'usage, en stimulant la demande, là, c'est évidemment parce que la pub sert à ça. Ça a été débunké ? Oui, ça a plus ou moins débunké. Savoir que c'est pas vrai que les objets sont conçus avec des faiblesses. En revanche, c'est vrai qu'un objet comme une imprimante, par exemple, il est conçu avec une garantie pour 10 000 impressions. Il sera programmé pour faire ça, mais parce qu'il est vendu avec ce cahier des charges. En revanche, l'obsolescence programmée, telle qu'elle est donnée en concept, ça voudrait dire qu'il y aurait un vice caché prévu pour que l'objet tombe en panne sans que ce soit dans le cahier des charges. Donc c'est deux choses différentes. Et pour l'obsolescence programmée, a priori, même s'il y a peut-être des cas où c'est vrai, de manière générale, c'est plutôt un fantasme, a priori. D'accord, mais ça peut être vrai quand même ponctuellement. Mais l'idée qu'on fasse des objets qui ne durent pas pour qu'ils soient remplacés, ça... c'est pas qu'ils sont conçus avec des faiblesses pour pas durer, c'est qu'on fait des économies dans leur conception, et parce que de toute façon, les gens vont s'en débarrasser. De toute façon, les gens jettent leur télé, jettent leur cafetière, on ne les répare plus. Parce que, par exemple, dernièrement, je me suis racheté une imprimante. Ça m'a coûté moins cher de m'acheter une imprimante avec 3 cartouches dans la boîte que de m'acheter une cartouche. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté mon imprimante. C'est lamentable. Et pourtant, elle fonctionnait encore, même si les cartouches sont vides avant d'être vides. Elle fonctionnait encore, mais je l'ai jetée parce que c'est coûté moins cher pour moi d'en racheter une. Donc j'ai augmenté le PIB. Je comprends. Mais à peine en fait. J'ai juste un retour de Stupid Economics qui me dit qu'un indicateur d'inégalité, ça existe, que c'est l'indice de Gini. Ouais. Voilà. Mais c'est pas intégré dans le PIB, c'est pas la croissance. Et il dit que, concernant le PIB, justement, que c'est pas forcément pertinent, parce que c'est comme dire que la taille ne dit rien sur le poids d'un individu. Non, ça dit rien là-dessus, mais c'est pas fait pour. Oui, Arnaud a raison, mais on allait venir. Ce que je veux dire, c'est que... On allait venir. Au bon côté du PIB. En fait, Arnaud t'as pas compris qu'on allait venir au bon côté du PIB comme à la fin pour dire pourquoi est-ce qu'on l'utilise quand même, non?
Bon, je ne sais pas, mais pourquoi on l'utilise, oui. Ouais, d'accord. Mais non, mais l'indigénie existe, mais c'est pas celui qu'on vise politiquement ou économiquement. Ce qu'on vise, c'est la croissance, et la croissance au PIB ne nous dit rien là-dessus. Et c'est peut-être une Voilà. facilité. Ne tirez pas sur le messager. Le fait que moi, l'indigénie, par exemple, je ne sais pas ce que veut dire la lettre, je ne sais pas ce que ça veut. Donc, si je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que ça veut dire que les politiques s'en foutent, ou en tout cas ne communiquent pas dessus. Qu'on en parle plus. Voilà. Alors, donc, nous disions. Donc, voilà, évidemment, il y a cette influence avec il y a l'environnement. une course au fait que les gens consomment de plus en plus, et ça a un impact sur l'environnement qui n'est pas mesuré. Donc, c'est ça que tu allais dire. Ah oui, l'impact sur l'environnement n'est pas mesuré. Voilà. Et même pire que ça, quand on exploite une ressource environnementale, si je trouve du pétrole dans mon jardin, ce pétrole, il sera vendu, je sais pas le prix du baril en ce moment, il sera vendu X $, et X $ sera rajouté au PIB. Le pétrole n'a pas une valeur en soi. Pardon. Alors qu'on le prend finalement aux générations futures. C'est un capital naturel qu'on utilise et on pourrait prendre ça en compte quelque part. Ça, c'est une des premières critiques. Une ressource qu'on a, elle ne vaut rien par rapport au PIB. Elle ne vaut rien. Une ressource qu'on consomme, donc qu'on épuise, donc qu'on détruit, elle rapporte le PIB. Exactement. Donc lorsqu'on détruit nos ressources, on augmente le PIB. Ouais. Ça peut poser un problème. Oui, parce qu'il n'y a pas de logique à les préserver ou à apprendre à mieux les utiliser. Voilà. Puisque le PIB est devenu le curseur important, du coup, on va négliger les ressources, on va les exploiter, alors que peut-être elles auraient plus de valeur en n'étant pas exploitées dans le futur. Okay. Et de façon générale, on ne va pas tout réexpliquer parce qu'on n'a pas trop le temps, mais tout ce qu'on a parlé avant, ça, c'est poussé par la croissance, l'augmentation de la production, l'augmentation des biens matériels, et tout ça, ça a une empreinte, ça a un effet. Ce qu'a montré le Club de Rome, c'était que les limites de l'environnement et la poursuite inconditionnelle de la croissance, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Et pour l'instant, ce qu'on a essayé de faire en découplant croissance et dégâts environnementaux, ça fonctionne pas très bien. Et peut-être qu'il faudrait remettre en cause un peu cette accumulation, ce vouloir toujours plus. Oui, mais c'est dans la nature de l'homme de vouloir plus. Mais alors, du coup, rapidement, sur pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser le PIB selon toi, même si c'est pas pour des bonnes raisons. C'est pourquoi? Alors, pourquoi on continue d'utiliser la croissance? En fait, je pense, il y a deux grandes raisons. C'est que... Alors, c'est le moment révélation. Hein. Non, mais ça n'engage... C'est une interprétation que tu nous livres. C'est un peu mon avis. Alors, la première raison, c'est quand même celle qui est plus ou moins développée par Thomas Piketty, justement, dans son livre, même si c'est pas ça. Donc, s'il trouve que c'est bien, tout le mérite lui revient. S'il trouve que c'est mal, c'est moi qui l'explique mal. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vit dans des sociétés capitalistes, donc avec un capital. Le capital, c'est un investissement qu'on fait pour récupérer de l'argent. C'est ça, c'est rentabiliser un investissement. Et ça veut dire que on doit alimenter, on doit nourrir ce capital. Chaque année, dans le PIB, il y a une partie qui revient au capital et qui fait grossir le capital. Le capital s'accumule. Et en fait, ça, dès le début, l'intuition des gens qui ont critiqué le capitalisme, c'était que ça allait faire s'effondrer la société. Parce que le capital allait grossir et finir par tout manger. C'était l'idée. Ils disaient les capitalistes vendront la corde avec laquelle on va les pendre. En gros, plus il y a de capital, plus la part de ce qu'on produit chaque année revient au capital. Et donc, plus on a de capital, moins il y en a pour les autres. Et plus on amenuise ce qui revient à ceux qui ne vivent pas du capital. Exactement. Et donc ça, l'idée à l'époque, c'était que ça allait provoquer l'effondrement. Et ce qu'ils n'avaient pas vu ou pas pensé, mais c'était très dur à l'époque, ils n'avaient pas les indicateurs qu'on a maintenant, c'est qu'il y avait la croissance. Je ne vous remercie pas d'avoir lancé l'obsolescence programmée sur le chat. Oui, pardon. On y reviendra. Je pense que je ferai peut-être une petite note en commentaire. Voilà, il y a des choses à dire. Mais il y aurait des choses à dire. Mais on n'a pas le temps. Pardon, pour le chat. Il y a controverse sur la question, je pense. Absolument. Mais c'est intéressant d'en parler. Mais pas maintenant. Voilà, on n'a pas le temps. Et donc, le capital, il grossit, il finit par manger toute l'économie. Pardon, on n'en était pas là. Et ce qu'ils avaient négligé, c'était la croissance. Voilà. C'est l'idée que, certes, le capital augmente dans l'absolu, mais l'économie aussi. Donc le capital n'augmente pas forcément relativement, n'augmente pas forcément en proportion. Okay. Si la croissance fait que l'économie grossit plus vite que le capital, on a une société stable. Oui, en fait, on a un système instable qui est stable parce qu'il grossit. Et ça c'est, à mon avis, une clé pour comprendre qu'il faut de la croissance. Il faut de la croissance, pourquoi ? À cause de la façon dont on pense et dont on a organisé l'économie. Est-ce que ce serait possible d'avoir une économie capitaliste sans croissance ? Oui, mais à condition de réguler le capital pour pas qu'il mange tout le reste du gâteau. Et ça, pour l'instant, c'est impensable. On vit dans une économie qui
préfèrent plutôt déréguler, qui préfèrent libéraliser les flots. Et du coup, ça veut dire qu'on ne touche pas à ça. On ne régule pas, on n'essaie pas de le limiter. Et si on n'a plus de croissance... est intouchable, en fait. Bah, c'est difficile. Pour l'instant, on a un capital qui continue de grossir, avec une société qui grossit de plus en plus lentement, parce qu'on a encore une croissance même faible. Oui. Et du coup, ça commence à poser problème, parce que... Et ça, c'est vraiment la première idée, c'est que si on est dans une société à croissance nulle, il faut réguler le capital, et c'est un énorme changement de la pensée économique. Et ça, ce qu'a montré Piketty, c'est que on a des problèmes d'inégalité, et donc à terme, un effondrement de la société. Si les inégalités s'enflamment, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a révolution, peut-être. Exactement. On a un effondrement, enfin, on a une augmentation des inégalités, donc c'est pas viable à long terme, si le rendement du capital est supérieur au rendement du reste de l'économie. Du travail. Voilà, exactement, du rendement du travail. Donc si le capital grossit plus vite que l'économie, ça finit par poser problème. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, c'est le cas. C'est pour ça qu'on a les inégalités qui augmentent. C'est ça. Mais c'est le cas parce qu'on a eu des libéralisations économiques avec la vague néolibérale depuis les années 70, etc. Une dérégulation de l'économie qui a fait que le capital a grossi plus vite qu'avant. Et en plus, la croissance diminue. Oui. Donc on a les deux ensemble qui font qu'il y a quelque chose qui ne se passe plus. Et là, il y a une grande raison pour laquelle il faut de la croissance pour les politiques et les économistes, parce que sinon, ça veut dire remettre en cause ce système. Et ça, c'est difficile. On n'en est pas encore là. Mais et surtout, les gens qui pensent ça, ça irait un peu contre leurs intérêts propres. Exactement. Et même sans parler de complot, parce que c'est important de le dire, non. On n'a pas besoin de parler de complot. On peut avoir des gens qui sans en avoir conscience, vont préférer protéger des choses qui leur paraissent bien, parce que c'est les choses qu'ils vivent, eux, dans leur vie. Donc c'est humain. Et on ne va pas leur jeter la pierre. À un moment donné, il faut penser à une autre échelle. Et d'autant plus que ce qu'on a dit tout avant dans l'émission, c'est qu'on est dans un monde qui ne permet pas que ça fonctionne comme ça encore. Même si on estimait que les inégalités, au final, on met des CRS dehors qui tapent sur tout le monde, comme il se passe actuellement, et les gens rentrent chez eux et se calment, et du coup, le système fonctionne bien. De toute façon, on va dans le mur parce qu'on est dans un monde fini qui ne permet pas que le capital grandisse. Donc, de gré ou de force, le capital devra se réformer à un moment donné. Oui, grandir en fonction de ce qui est possible. Peut-être que ce qui n'a aucun sens, j'en sais, mais en tout cas, oui, il faut qu'il y ait une réaction et qu'on change de paradigme pour revenir. Oui, complètement. Voilà. Mais ça se pense, réguler le capital. Eh bien, votez pour Mandax. Et il y a... Non. Et il y a une deuxième idée aussi. Oui. C'est que si on imagine un monde fini, si on imagine un monde où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance dans l'économie, ça veut dire que pour prendre de l'argent d'un secteur, vu qu'il n'y en a pas en plus qui est généré chaque année, il faudra le prendre ailleurs. Ouais. Et ça, politiquement, c'est beaucoup plus délica. Avoir une société sans croissance... C'est déjà ce qui se fait sans le dire. C'est déjà ce qui se fait parce qu'on est déjà à croissance faible. Voilà. On est déjà à croissance faible. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on a un PIB de 2000 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc, même si on a une croissance de 1%, ça fait 20 milliards qui apparaissent et qu'on peut distribuer. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus facile politiquement de répartir les gains que de discuter d'où on prend pour donner où. Et quand il y a un problème, on prend où. Oui, bien sûr. Et là, on rentre dans des sociétés où peut-être politiquement, c'est plus difficile et peut-être qu'on n'est pas prêt. Il y a des gens plus pessimistes que moi, parce que ce n'est pas tout à fait mon avis, qui pensent qu'une démocratie ne se pense que dans une société en croissance, parce que ce type de problème est compliqué à régler. Il est compliqué à régler dans la chaîne de décision qu'on a à l'heure actuelle, qui est une démocratie représentative, où les gens ont à cœur que leur mandat se renouvelle, et donc on prend des décisions aussi pas totalement l'esprit libre, et pas forcément pour l'intérêt du bien commun. Encore une fois, sans parler de complot, ça peut se comprendre qu'il y ait une logique comme ça, avec une démocratie directe, où les gens décident directement. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire, mais peut-être qu'on n'aurait pas ces biais-là. Alors, on n'aurait pas ces biais-là à condition, et ça c'est une condition importante, à condition que ces gens dans cette démocratie directe soient bien informés et comprennent de quoi ils parlent, et comprennent ce qu'est l'économie, et comprennent... Une démocratie directe ne peut fonctionner que ces gens sont bien informés, de toute façon. Et voilà, et toute la question, toute la question est là. Et rationnelle. Toute la question est là. Non biaisée. Quand on voit comment dire, la culture générale sur l'environnement, sur l'économie... Il y a du boulot. Oui. Une démocratie directe aujourd'hui pourrait être assez compliquée. Mais bon. Bon, ça c'est un sujet vaste et lointain. Ouais. On déborde. Mais il y a quand même quelque chose. Il vous reste 5 minutes. Oui. Il y a quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, c'est que ces problèmes
qu'on a avec la croissance, qu'on a avec le capital, qu'on a avec notre système économique en général, c'est pas une météorite qui nous tombe dessus. C'est pas quelque chose d'inévitable. C'est des problèmes qui sont liés à la façon dont on a construit ce système. Et c'est un système que les humains, que l'humanité a construit, donc qu'on peut changer. Un système économique, ça se change beaucoup plus facilement qu'une planète. J'ai plus confiance dans notre capacité à dévier l'astéroïde qu'à changer notre économie. Mais bon, c'est mon pessimiste à moi. Non, c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc, ne changeons pas le climat, changeons le système. J'ai vu le film avec Bruce Willis, ils ont réussi. Mais Bruce Willis a été payé 20 millions, tu vois, comme quoi c'était mais Bruce Willis, comme toutes les ressources, bientôt, il n'y en aura plus. Comment on va faire quand il n'y aura plus Bruce Willis ? Il y aura toujours Chuck Norris. Voilà. Cherche pas. Bon, est-ce qu'on passe à une phase de conclusion ? On va essayer de ne pas être totalement pessimiste tout le temps et déprimé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste sur des choses qui... Voilà. Même sans aller jusqu'à une vraie démocratie, parce que là, quand même, ce serait beaucoup demandé. Mais si. C'est ce qu'on arrivera à faire. Moi, je pense que ce qu'on est en train de parler là, ça remet en cause certaines choses qu'on a eu du mal à remettre en cause avant et qu'on est obligé de les penser. Et en étant obligé de les penser, on va venir avec des systèmes qui seront bien mieux. Sans doute. Moi, c'est vraiment mon opinion. Il y a des choses qui sont fixées depuis longtemps, par tradition ou par quoi que ce soit. Oui. Et ça ne va plus marcher. Et en réfléchissant si on arrive à le faire maintenant, si on arrive à le faire un peu d'avance et pas au dernier moment, on peut arriver avec bien mieux. On peut être bien plus heureux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout optimal, nos systèmes. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'esprit critique. Exactement. Ça ne me parle pas tellement. Je sais pas. Exactement. Mais au-delà de cet espoir qu'on peut avoir et qui est légitime, concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, des choses qui, avant de remettre en cause le paradigme, même sans cela, avant, qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'il y a dans des mesures qu'on peut prendre maintenant qui peuvent limiter la casse ? Mais je pense que pour que les gens peuvent faire ou qu'on peut faire pour le système. Mais individuellement, évidemment, c'est comme tout. Individuellement, si on prend tous la responsabilité de faire des choix différents, ça aura un impact. Et oui. J'autorise les économistes qu'on invitera dans les prochaines émissions à nous casser les jambes pour celle d'aujourd'hui, si on a dit des bêtises. Il n'y a pas un seul économiste parmi nous. Oui, je ne suis pas un vrai économiste. On est parti loin, mais disons qu'on se pose des questions déjà. C'est bien, on ouvre le débat. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui après, peut-être qu'on dit des bêtises, auquel cas, j'invite tous les amis je me désolidarise. à prendre des exemples, à prendre des extraits de cette émission et à les critiquer pour dire là, c'est pas vrai, c'est vrai. J'accepte les critiques. Et même, on s'engagera même à le partager d'ailleurs. Mais parce que voilà, y compris sur l'obsolescence programmée, ou peut-être j'ai dit une bêtise, auquel cas on partagera les correctifs. Mais c'est mieux quand... On n'a pas encore évoqué ces questions-là dans l'émission parce que justement, on n'est pas expert et on sait que c'est des terrains un peu dangereux. Mais bon, en même temps, la pensée critique, elle ne s'écarte pas encore assez dans ces domaines-là, j'ai l'impression. Donc il faut bien qu'on mette un petit pied dedans, même si c'est un peu vaseux et si nous, on n'est pas équipés pour le faire, on le fait quand même. Et pardonnez-nous d'être à l'avant-garde et de faire des bêtises. Mais en termes de décision politique, en termes... On parlait de réduire l'empreinte écologique, par exemple. Ça, c'est des choses qui se font plus ou moins déjà. Oui, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et je suis sûr que si vous cherchez sur Internet ou n'importe où, vous trouverez des façons de réduire votre empreinte écologique, que ce soit avec les transports, avec votre alimentation, avec votre façon de consommer. Il y a déjà plein de façons de faire. Et après, politiquement, économiquement, on a tout un monde à réinventer. Et là on parlait d'indicateurs comme la croissance, mais je pense personnellement que des indicateurs qu'avait pris le Club de Rome, par exemple, d'avoir un indicateur ou plusieurs qui montrent le bien-être de la population, le bonheur, le développement, etc. Alors, le Gini, c'est ça ? Non, Gini, c'est pour les inégalités. D'accord, okay. On dira un mot peut-être après. Ouais, ça peut être un set d'indicateurs. Il y a des pays qui réfléchissent à ça. Souvent, l'évidence, entre guillemets, ça serait d'avoir un ou plusieurs indicateurs sur le bien-être de la population et un ou plusieurs indicateurs sur l'état des limites, donc l'empreinte écologique, ce genre de choses. Après, on peut en avoir plusieurs. Le bien-être de la population, ça peut être le bonheur rapporté, ça peut être l'indice de développement humain qui intègre l'éducation ou l'espérance de vie. Ça peut être l'indice Gini. Le bonheur intérieur brut du Bhoutan. Le bonheur national brut. Ça peut être. C'est toujours d'actualité ou ils ont arrêté de calculer ? Aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'était toujours le cas. Après, ça va peut-être changer. Mais voilà, mais c'est une manière intéressante qui a été beaucoup moquée, mais qui reste
En tout cas, la question se pose. La question se pose. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le bonheur? C'est plutôt. Vous avez 4 heures. Non, ce qui est important, la question d'aujourd'hui, c'est de diminuer l'empreinte écologique. C'est ça. Le but d'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de croissance. De toute façon, c'est idiot de poursuivre la croissance parce qu'on ne l'aura plus, on ne l'atteindra plus comme dans les 30 Glorieuses. C'est plus possible techniquement, pour des raisons physiques, pour des raisons d'énergie. Donc maintenant, sauf à faire une guerre. Ouais, mais c'est pas une bonne idée. Le défi d'aujourd'hui, c'est de créer un monde durable. C'est ça, c'est de diminuer l'empreinte pour pouvoir laisser ce qu'on construit aux générations futures et pas tout leur siphonner. C'est ça le défi. Et c'est un défi noble. Et on peut être plus heureux qu'aujourd'hui en l'accomplissant. D'accord. Donc, il est déjà trop tard en fait pour éviter d'aller dans le mur parce que notre modèle tel qu'il est ne pourra pas perdurer. Donc, il faut faire des réserves de sucre ou bien commencer à faire des cultures dans votre jardin. Non, construisez-vous des bunkers. Il faut quand même agir. Il n'est pas trop tard. Pour mais si on reprend la métaphore, il est trop tard pour. C'est pas parce qu'on touche le mur qu'il faut pas freiner. Je veux dire, Voilà. prendre le mur à 120 km/h ou le prendre à 10 km/h, ça fait une grosse différence. Voilà. Ne faites pas les tests à la maison. Nous aurons la métaphore filée du véhicule du début à la fin. Enfin, tout ça veut dire quoi là, que le bilan est un peu sombre, mais il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ce ne soit pas si grave que ça. Mais ça passe par une prise de conscience et par des choix. Exactement. Et nous, on n'est pas, nous ici, dans notre émission, les plus à même de savoir comment faire. En tout cas, on veut aider les gens à se poser des questions là-dessus. Donc, et pour vous continuer à vous poser des questions, et notamment sur tout ce qui est changement climatique, vous pouvez aller sur la chaîne de Rodolphe qui s'appelle Le Réveilleur. Donc, il y aura une dernière vidéo sur le changement climatique bientôt. Ouais, j'ai sorti la dernière sur le changement climatique. J'y ai passé beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de désinformation. Et maintenant, je vais parler du reste des impacts environnementaux, donc de la pollution, puis de l'épuisement des ressources, et après quelque chose de plus global. Donc là, on a pris de l'avance et je retournerai à l'économie. Mais j'ai déjà fait un cycle sur le capitalisme, parce que c'est un terme, ou une notion qui est comprise différemment suivant quelle personne parle, et je voulais un peu clarifier les choses. Voilà. Et Donc, bon, vous me direz si ça vous plaît, et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des messages, etc. tout à fait. Faisons ça. Nous, alors, on va se donner rendez-vous pour dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à aller visiter notre page Ulule où on vous présente notre projet de documentaire sur les lois de l'attraction mentale. Alors, c'est un titre qui ne correspond à aucune théorie réelle pour l'instant, mais c'est un titre qui résume un peu l'idée générale. On va savoir pourquoi certaines idées sont séduisantes, pourquoi les gens croient des choses qui manifestement sont facilement réfutables et pourtant sont séduisantes pour eux. Donc, on ira questionner pas mal de chercheurs. On a déjà pris des noms. On a déjà atteint le palier 1. Et aller au-delà, ça nous aidera à aller voir encore plus de gens, à avoir des meilleures qualités pour le film. Donc ça peut nous aider beaucoup. Avoir du meilleur matériel notamment. Voilà. Et donc des choses qui nous serviront même pour la suite du travail qu'on fera sur la tronche en biais. Voilà, y compris pour faire des lives de meilleure qualité avec des caméras, etc., où ce sera plus facile de suivre. Dans 15 jours, alors on se donne rendez-vous avec un autre youtubeur, c'est Climène de la chaîne Climène, enfin c'est Clément de la chaîne Climène, donc qui est pharmacien, et qui va venir nous parler d'un sujet qu'il prépare depuis longtemps, mais il n'a pas voulu faire d'épisode parce qu'il y a trop de choses à dire. Du coup, je vais vous proposer de venir chez nous en parler. On va parler de Regenère.org et de Thierry Casasnova, qui est ce personnage qui vous dit que vous allez guérir du cancer en buvant du jus de carotte. Et même faire repousser des membres. Voilà, donc on est dans des eaux quand même relativement saumâtres de l'Internet. Non, mais c'est même plus de l'eau, là. Bon, on ne va pas critiquer la personne, parce qu'à la rigueur, s'il veut un débat, on verra bien, mais on va en tout cas inviter Clément pour qu'il nous explique un peu ce qui pose problème avec ce personnage-là, avec ce qu'il raconte, et avec les dangers de cette pratique de la médecine qui ne dit pas son nom, dans des sujets graves, avec des maladies graves. Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Peut-être qu'on refera une émission d'économie avec d'autres personnes. Pour l'instant, le planning est plein, mais on peut se débrouiller pour intercaler d'autres émissions avant les vacances de cet été. D'ici là, chers amis, restez sceptiques, prenez soin de vous, et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir écouté. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax.